Ok, alors on me demande de faire un cours sur la Parnassa, sur comment ça marche. C'est quoi le principe, quoi, ce que la Torah, enfin, elle enseigne, qui est en fait comment ça marche. Parce que ce que la Torah, elle enseigne, c'est ce que Akash Baruch Hu, il a fixé. Et comme, on va dire, Non, parce que... un autre cours. Non. Ça m'a fait bugger. Donc, et comme on a expliqué que Akash Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde par rapport à la Torah. Donc, ce qu'on regarde dans la Torah par rapport à la Parnassa, c'est ce qui va nous donner les outils pour pouvoir essayer de s'en sortir dans la Parnassa. C'est un sujet qui touche tout le monde malheureusement. Et il faut voir comment ça marche pour pouvoir arriver de la source, réparer ça dans l'essence même de ce que c'est, quoi. Quand on comprend ce que c'est, on peut savoir on peut arriver à la source, réparer la chose. Donc, bon, déjà, on voit la Parnassa, c'est pas une science exacte. C'est pas comme quelqu'un qui fait de la musculation, il fait tant d'heures de musculation, il travaille tel truc, tel muscle, on lui explique comment ça marche, et voilà, effectivement, il arrive à un truc, il prend un peu de protéines, il prend un peu de trucs, etc. Et il arrive à s'en sortir, il fait plus ou moins, ils arrivent tous au même objectif. La Parnassa, le mec, plus il travaille, je sais pas, il n'y a pas de règle. On va pas dire le mec, plus il travaille, plus il va avoir de Parnassa. C'est faux. Il y a des gens en 2 coups de tampon, des avocats comme ça, ils prennent 10% d'une somme ou de trucs, 2% comment ça s'appelle, de commission dans une vente, etc. Il a mis 2 coups de tampon, il a vérifié si ça correspondait, s'il n'y avait pas de trucs. Et il touche de 20, 30. C'est des gens, ils 2 coups de téléphone comme ça, un quart d'heure par jour, ils arrivent à faire de la Parnassa. Et d'autres, des heures supplémentaires, des trucs, etc. Et donc on voit bien que c'est pas une science, que c'est pas un truc exact. C'est pas un truc comment dire, où il va travailler de plus en plus et le clan il est comme ça, que plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. C'est pas du tout comme ça. On voit que il n'y a pas de règle. Alors faut savoir c'est quoi, c'est un peu Hachem en fait quoi, il envoie les trucs au hasard quoi, il jette les dés au hasard, il va dire on va voir toi comment tu vas prendre. Hop, ok, t'es bien tombé. Genre la roulette quoi. La roulette, tu tombes sur le bon numéro, t'as une bonne Parnassa. Sur quoi ça dépend? Et on ne peut pas dire que ça dépend, c'est sûr que ça dépend du mazal et sur ce qu'on doit faire dans ce monde-là, ce qu'on appelle le tikkun que j'ai au niveau de ce que j'étais avant, etc. Ça dépend de ça. Mais ici, quand Hachem il m'a donné le libre arbitre, il m'a donné aussi la possibilité de faire quelque chose pour améliorer ou détruire ma parnassa. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, comment ça marche pour pouvoir savoir quel est le problème, qu'est-ce qui peut poser problème et qu'est-ce qui peut faire améliorer ma parnassa. Dans ce que la Torah est pris. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche et après vous me dites si vous avez des questions, s'il y a des sujets que j'ai pas abordés parce que c'est un peu vaste comme sujet et voilà. Donc là, dans la Torah, la question elle a déjà été posée à l'époque de Yirmiyahu Hanavi. Yirmiyahu Hanavi, c'était à l'époque du premier Beth Amikdash. Là-bas, lui, il leur a annoncé qu'avec la Vérote qui faisait le Ham Israël, le Beth Amikdash il allait détruire. Alors un jour, il a réuni tout le monde, il leur a dit où vous allez aller, regardez le nombre d'avérotes que vous faites, etc. Et ils leur a dit ah, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas appris nous. On n'a pas appris, il n'y a personne qui nous a appris la Torah, etc. Il a dit étudier, Mabaya, tu vas dans ton truc, tu vas étudier. Il dit ouais, mais la Parnassa elle est dure. Il dit très bien. Il leur a sorti quoi? Il avait prévu le cours, il leur a sorti la Tzinsenet Aman, la fiole d'Aman, de man, ok, que comme vous savez, la manne, c'est la nourriture qu'ont mangé nos pères dans le désert. Là-bas, il n'y avait pas de quoi se nourrir dans le désert pendant 40 ans. Comment ils ont survécu? Akash Baruch Hu, il leur descendait la manne du ciel, donc un genre de nuage comme ça, et ils mangeaient. Ils réfléchissaient au goût qu'ils voulaient, et ils mangeaient, et voilà, et ça marchait comme ça. Il n'y avait pas besoin de digérer, etc. C'était vraiment comme il fallait. Et ils ont mangé ça pendant 40 ans, jusqu'à qu'ils soient entrés en Israël. Maintenant, Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais dans le Aaron Abrit, avec les anges là, donc je sais pas comment tu dis, c'est la table bon bref, là-bas dans le Aaron Abrit, il leur a dit tu mets les tables de la loi, celles qui étaient cassées et les deuxièmes, tu mets le bâton, ça va le bâton qu'il avait, ils le mettent là-bas, et la fiole d'Aman en souvenir. C'est quoi? C'est une petite jarre. Okay, où dedans il y avait un souvenir, ils ont pris de la manne, ils ont mis dedans pour garder pour les générations. Alors, je pose la question, vous l'avez déjà vu vous la fiole d'Aman? Si tu me le gardes pour les générations, il devrait avoir quelqu'un qui pas une transmission, un truc, viens je te montre elle est où,
Là-bas, il y a un truc où Hachem, il fait en sorte que ça me serve à quelque chose. On l'a gardé pour les générations. Que si un jour, il y a quelqu'un qui ne croit pas, viens, je te montre, je t'ouvre, tu vois, ok, c'est bon, t'as compris, je ferme, je remets dans l'endroit. C'est pour ça que ça a été gardé. Sinon, il n'y a aucune utilité. À quoi ça sert de garder un. Comment ça s'appelle? Quelle utilité? Les tables de l'or, je comprends, c'est quelque chose de kadosh, etc. On le garde, etc. Le bâton, il va servir plus tard pour le machin, etc. Mais la fiole, ça sert à quoi? Si Hachem va renvoyer, on n'a pas besoin, il renvoie de la manne et c'est tout. Non, on te dit pour les générations, pour se rappeler ce miracle. Top. Alors Yirmiyahu, c'est ce qu'il a fait. Il leur a montré là-bas la fiole. Il leur a dit, comme ça, nos pères, ils se sont nourris dans le désert. Alors vous posez la question, comment ça marche la parnassa? Comment ça marche maintenant comment on fait? On ne peut pas étudier. On ne peut pas réduire de notre parnassa, de notre travail, si jamais on doit étudier. On ne peut pas. Moi, j'ai des sorties d'argent tous les mois. Je ne peux pas. Ils lui disent, comme ça, ils se sont nourris nos pères. Ok, ils ont compris. Qu'est-ce qu'il a voulu leur dire ici? Il leur a fait le cours que je vais faire maintenant là. Il leur a fait en une phrase. Il leur a expliqué comme ça. Cette jarre de manne, ok, maintenant, il a rien à l'intérieur. Qui te dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Tu l'as vu, toi? Il t'a pas ouvert, il t'a montré. C'est une jarre. Pourquoi c'est une jarre? Pourquoi c'est pas un truc qu'on fait en verre? Yirmiyahu Hanavi leur a expliqué comme ça. De la même manière que nos pères ils se sont nourris de la manne dans le désert, ok? Pareil, vous vous nourrissez aujourd'hui encore de la manne, mais de façon cachée. Aujourd'hui, elle est dans une jarre pour que vous compreniez que c'est le même principe, mais caché. Il leur a fait ça en une phrase, ils ont tout de suite compris. C'est-à-dire quoi? On a encore largué, nous. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est exactement le même principe que la manne dans le désert. Hachem, il donne la parnassa comme la manne. Alors, vous allez comprendre comment ça marchait la manne, et vous allez comprendre comment on reçoit notre parnassa. Vous avez compris le système. Yirmiyahu Hanavi, il leur a montré, c'est pareil, vous vous inquiétez pour la parnassa, comme ça, ils se nourrissaient dans le désert. Sauf que là, c'est la même pour vous, mais de façon cachée. Vous recevez la manne de façon cachée. Ok, comment ça marchait la manne? Je vous explique. Très simple. Tous les jours, ils recevaient une quantité de manne. Maintenant, selon les avérotes de la veille qu'ils ont fait, et leurs actes en bien comme en mal, ils avaient une difficulté à aller chercher cette manne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un va dans un tzaddik, lui, il y a marqué comme ça, hein, il ouvrait sa tente, il y avait la manne devant lui. C'est-à-dire il avait juste à prendre comme ça avec sa main. Même pas besoin de se baisser du tout. Si c'est quelqu'un, toute la soirée, ils ont parlé du Lachon Hara avec sa femme, etc. Ils ont fait une soirée pour les potins d'Ashdod. Lui, pour aller chercher, il sortait, il n'y a pas de manne. Comment? Alors on marche. Et il marchait. Il faisait 800 mètres et il trouvait sa portion. Il revenait, t'as vu, à cause de toi, il a envoyé sa femme. Ça pour te dire quoi? Ça dépend de quoi? De tes actes. Les actes, c'est-à-dire que la nourriture qu'Hachem te fournit, il dépend de tes actes. Donc eux, ils pouvaient voir directement si, ou Hachem, pour l'instant, ils sont sur le droit chemin ou pas. Ils voient que le mec, il n'a pas reçu rien, qu'est-ce que j'ai fait? Il refaisait sa journée, je savais. Alors, j'avais un doute sur ça, je savais qu'en fait, c'était un peu bancal. Donc il comprend, il fait tchouva, etc. Le lendemain, devant sa porte. Ok. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil, sauf de manière cachée. On ne va pas voir quelqu'un qui va ouvrir sa porte et trouver une mallette de billets, ou quelqu'un qui doit aller marcher. Non, mais de manière cachée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que selon nos actes, on nous donne la parnassa. En bien comme en mal. Je répète, selon les actes d'une personne, Hachem il fixe sa parnassa. Une personne qui doit travailler beaucoup, pas seulement en quantité de travail, hein, en difficulté, etc., ça vient réparer des avérotes. C'est une connexion directement avec les avérotes. D'où on voit ça? Très simple. Vous allez voir la formule, comment ça marche. Adam Arishon, quand il a fauté, on rappelle la faute, il a mangé le fruit interdit, etc. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a engendré la sueur du front, c'est-à-dire la difficulté pour manger son pain? À l'époque, le pain, je vais expliquer comment ça marchait, il poussait des arbres directement. Aujourd'hui, Hachem, il a divisé cette opération en plusieurs opérations où tu dois planter, labourer, arroser, etc. Tu prends le blé, le moudre, le machin, jusqu'à ce que tu fais cuire et ça fait la pâte avec l'eau et ça. Tu fais cuire, tu fais ton pain. Vous voyez toutes les étapes qu'on a. À l'époque, alors aujourd'hui c'est plus ou moins facile, la farine de prêtre, etc. Mais à l'époque, c'était anti-pierre. Tu venais, tu cueillais du pain, il était chaud, directement frais, pas de boulangerie, tu mangeais. Il n'y avait pas besoin de se prendre la tête.
À partir du moment où il a fauté Adam Arishon, on lui dit maintenant, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Qu'est-ce que vous comprenez? Avant la faute, il n'avait pas besoin de se prendre la tête. Après la faute, on lui dit, tu dois maintenant galérer comment ça s'appelle, pour manger ton pain. Donc c'est-à-dire, quel est l'élément qui va déterminer la parnassa alors, plusieurs critères, comment ça s'appelle, en difficulté, en quantité, etc. Tous les critères d'une parnassa normale, c'est la faute. Une personne qui a des fautes, il doit réparer. La plupart du temps, c'est dans la parnassa. La plupart du temps, c'est dans la parnassa. En haut, il y a des accusations où on dit pourquoi tu lui donnerais la parnassa. Il y a marqué comme ça dans la Gemara, elle dit caché parnassato chez la dame, qui est créé à Yamsouf. La parnassa, elle est dure comme l'ouverture de la mer Rouge. Là-bas, l'ouverture de la mer Rouge, en quoi c'était dur? Je pose une question. Akash Baruch Hu, c'est dur pour lui d'ouvrir la mer Rouge? On dit, tu sais que la parnassa, elle est dure comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors je pose une question, c'était dur l'ouverture de la mer Rouge pour Hachem? Non, mais les accusateurs. Ah, il a fait. Il ne méritait pas les Israël. Les accusateurs, en haut, je vous explique comment ça marche. Quand on croit des fois Hachem il nous punit, Hachem il est méchant, pourquoi il ne me donne pas, pourquoi si? Non, il y a un système. Un système de tribunal. Il y a l'accusation et la défense. Hachem, lui, alors c'est quoi le code? C'est la Torah. Hachem, lui, il a sa Torah, il va négocier. Il va amener des témoins, des machins, des trucs. Et il y a l'accusation. C'est quoi l'accusation? Il y a quand je me roule. Il est écrit dans la Torah. Tu fais ça et ça. Voilà la récompense. Voilà la sentence. Et les autres viennent et disent oui, mais regarde ce qu'il a fait. Quand tu lui as donné la parnassa, regarde comment il a bien utilisé. C'est vrai, il a fait des bêtises avec, mais regarde comment il a bien utilisé. Il a fait des misotes, il a fait de la tzedaka, il a fait 1, 2, 3, 4. Et attention, regardez aussi comment comme ça. Il y a un vrai tribunal qui se met en place. Et des fois, quand je beaucoup, il arrive à faire tendre la balance dans le bien ou dans le mal. C'est un système de. Maintenant, les bénis Israël, ils se sont retrouvés dans la mer Rouge. Là-bas, le Satan, il s'est levé. Il a dit, je comprends pas. Quelle différence entre eux, les Égyptiens, et eux, les bénis Israël? Eux, ils sont venus à Vodazara, c'est des idolâtres, et eux, c'est des idolâtres. D'accord? Il y a marqué que les bénis Israël, c'est des idolâtres. Ils ne savaient pas c'était quoi Dieu. Ils ont découvert, ils ont eu un petit séminaire pendant les diplés. Mais sinon, c'est des idolâtres. Ils étaient dans les idoles là-bas. Donc, quoi, eux, tu vas leur ouvrir la mer Rouge, et eux, tu vas les sauver, eux, tu vas les tuer. C'est quoi ce scénario-là que tu fais, Hachem? Stand-by. Hachem a dit, t'as raison. T'as raison. Pourquoi? Parce que le Satan, il lui a dit, si tu fais ça, alors ta Torah, c'est pas une Torah de Hémet. C'est une Torah de Sheker, quoi. Il y a écrit dans ta Torah comme ça, idolâtre, 1, 2, 3, 4. Là, tu peux pas sur les règles. Est-ce que tu es un dieu de Hémet? Hachem dit, t'as raison. T'as raison. Alors quoi? Alors maintenant, quand je me retrouve, il faut trouver des combines. Des combines pour pouvoir passer. Là, on est bloqué. Selon la défense, on est bloqué. Selon l'accusation, on ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajbourou? Regardez bien. Il dit à Moshe Rabbeinu, il est en train de prier avec les bénis Israël. Ils sont coincés, les Égyptiens derrière eux. Ils sont dans la mer Rouge. Ils commencent à crier Hachem, aide-nous. Ils ne savent pas où aller, ils vont mourir et machin, etc. Hachem, il dit à Moshe, Matitzakelai, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Je prie. Il dit d'abord le béni Israël, parle au béni Israël, et qu'ils avancent. Veïsaou. Attends, c'est quoi cette histoire? Hachem, il n'a pas compris. Il te dit arrête, ça sert à rien de prier, avancez dans la mer. Attends, mais c'est depuis quand Hachem il nous dit arrête de prier? Vraiment, on a fait le cours la semaine dernière en plus. Hachem il te dit depuis quand il te dit arrête de prier? Il te dit là maintenant, Azov les cris là, avance. Maintenant on comprend, c'est le Chaim Akadosh qui explique ça. Il dit pourquoi? Parce qu'en haut ça sert à rien de prier, ici on est bloqué. Tu peux prier jusqu'à demain, il y a un mur. Alors quoi? Mais c'est quoi l'accusation? Vous êtes des idolâtres? Viens maintenant, je te donne un ordre, avance. Si maintenant tu crois en ce que je te dis, donc tu vas avancer, même si tu vois devant toi la mer. Hachem il a dit on avance. C'était dur pour eux, hein. Ils ont mis toute la nuit avant d'y arriver. Au petit matin ils ont avancé. Mais en tout cas, Hachem il a dit quoi en haut? Ça c'est des idolâtres. Je leur dis d'avancer devant la mer. C'est-à-dire avancer jusqu'à tu vas te noyer. C'est pas grave. Hachem il a dit. Si c'était des idolâtres, mais ils n'auraient pas écouté. Donc la preuve ici que c'est pas des idolâtres. Donc c'est bon, on peut ouvrir la mer. Vous avez compris le système. Hachem il a trouvé une combine. Maintenant c'est quoi l'accusation en haut? C'est des idolâtres? Très bien, bien. Je leur donne un ordre. On va voir s'ils vont écouter. Attends, Hachem, pas un ordre, un truc costaud. Très bien. Moshe avance devant la mer. Qui avance? Moshe il avance avec tout le monde. Et là-bas il est marqué que le premier c'est Narshon ben Aminadav. Comment ça s'appelle?
le chef de la tribu de Yehuda, lui, il a lancé, l'eau, elle lui est rentrée dans les narines. Il était en train de se noyer. Et Shek, il a dit Hachem, je peux plus avancer plus là. Et Hachem, il a fait un miracle, l'eau, elle s'est ouverte comme ça, au niveau où il allait se noyer. Ça rentrait dans les narines comme ça, il allait perdre la connaissance. Et là-bas, Hachem, il a ouvert l'eau. C'est-à-dire, il a, comment ça s'appelle? C'était à -1. Maintenant, Hachem, il te teste, il veut voir comment ça marche. Donc en haut, notre parnassa, c'est pareil. On te dit quoi? On te dit, ça marche, ça passe pas. Il y a des accusations. C'est quoi les accusations? C'est pareil. Eux, en l'occurrence, c'était l'idolâtrie. Nous, ça peut être autre chose. Shabbat, ça peut être. On connaît la liste. La liste d'Averot, tu parcours la Torah, tu vois ce qui va pas. Le mec, il sait très bien. 1, 2, 3, 4. Je sais que c'est mon petit péché mignon. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas baba salé. Ok, t'es pas baba salé, c'est sûr. Mais sache un truc, qu'au bout d'un moment, quand la note, quand ça dépasse, ça arrive au plafond, on te dit, Habibi, stop. T'as plus découvert là. Alors quoi? Eh ben, il faut réparer. Comment on répare? Eh ben, comme on a expliqué. La faute, la réparation, c'est à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Si le mec, c'est un sadique, il n'y a pas de sueur de ton front. Vous avez compris la formule? La formule, plus le bonhomme il a des avérotes, plus la difficulté de ramener la parnassa, elle va être grande. Attention, c'est pas. On va expliquer, il y a des détails. Ne venez pas dire, ouais, lui, il va chez Cantania pour aller travailler, ça veut dire que c'est un rachat. Non, ça veut rien dire. Parce que des fois, il y a aussi un manque de bracha. Il y a des gens, vous allez me dire quoi? Alors ceux qui arnaquent, ils font des 500 000, 1 million, 2 millions d'euros. Alors quoi? Alors eux, ils ont. Voilà, le mec est tranquille pour 10 ans. Ouais, il va voir la bracha qu'ils ont. La quantité, c'est pas la parnassa. À Kodesh Baruch Hu, il y a des gens qui croient qu'ils vont gagner au loto. Voilà, si je gagne au loto, je suis tranquille. Mais tu sais pas que ça va te briser ta vie. C'est pas que des gens, selon les sondages de ceux qui ont gagné au loto, les 90%, ils ont divorcé de leur femme. Pourquoi le mec qui rentre maintenant? Sa femme lui dit viens, j'ai besoin d'aide pour les gosses, pour la vaisselle. Le banquier, il m'embrasse la main. Là-bas, tapis rouge partout, machin, etc. D'un coup, tu me demandes de faire la vaisselle. Le mec, il a pris la grosse tête. Donc, automatiquement, il y a des problèmes avec son couple. 90%, les mecs, ils sont en l'air. Des suicidés, des machins, des gens qui se font poursuivre par la mafia. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a la mafia. Des mecs qui se sont fait assassiner en prison, qui ont fini dans la drogue. Parce que les modames, ils dépensent tout. Et 60% ont tout perdu. Le mec, sa vie, elle est brisée. Il vient, il reçoit de l'argent, il commence à promettre de l'argent, et tonton machin, etc. Et d'un coup, ça fait des histoires. Ah, il m'a promis, on va voir s'il va truc. Et d'un coup, non, mais écoutez, c'est pas ce que vous pensez. On n'a pas reçu tant que ça, machin, et des histoires. Dans la famille, le mec, sa vie, elle est complètement en l'air. Tout le monde lui fait la tête, tout le monde commence à lui lécher les bottes, machin. Il lui donne pas. Il se vexe, ces gens. Pourquoi moi, tu m'as pas donné une maison? Pourquoi tu m'as pas acheté un truc? Pourquoi ci, pourquoi ça? Hachem, il dit, azov tout ça. Comment on prie dans le Birkat Amazon? Berevach vélo betsimtsum. On demande la parnassa avec comment ça s'appelle, un petit peu d'avance. Berevach. Pas pile, pas au centime près. Mais on ne demande pas d'être millionnaire. Pas Berevach, dans le sens, donne-moi pour 20 ans. Non, Berevach, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu sais combien j'ai de sortie, tu sais combien j'ai besoin de rentrer, donne-moi un petit peu plus, quoi, que je ne sois pas dans l'angoisse tout le mois. C'est ça ce qu'on demande à Hachem. Et c'est ça le vrai. Les gens qui prient pour le loto, Hachem, il dit, laisse tomber. Il n'écoute même pas. Pourquoi? Ça va te détruire. Ça va te détruire. Vous comprenez? Maintenant, la bracha aussi, c'est un siman. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ok, super. Mais la Gemara, elle dit comme ça. L'argent volé, c'est comme un œuf. Un petit œuf comme ça dans un nid. Ok? Tu crois que c'est à toi. Au bout d'un moment, le petit va sortir. Il va commencer à faire ses premiers pas. Et premier envol, il va s'envoler. Ça y est, colle tout. L'argent volé, c'est pareil. Tu crois qu'il est à toi. Ok? Mais au bout d'un moment, il va s'envoler. Il va s'envoler. Et quand il s'envole, ça fait beaucoup de dégâts. Et surtout que ces gens-là, ils sont pas du tout tranquilles. Ils ont de l'argent en espèces, caché, ils ne savent pas comment l'utiliser. Interpol, ils dorment plus les mecs. Et dès qu'ils voient quelqu'un dans la rue qui le suit, machin, etc., ils sont complètement... et s'il y en a qui finissent en tôle, etc., haine. Tout le monde peut vous dire, ceux qui ont travaillé dans l'argent pas cachère, ils savent très bien que l'argent, ils ne savent pas comment expliquer, il disparaît. Il disparaît. Des dépenses, des machins, des trucs... Ça disparaît. Pourquoi? Parce que c'est un clal. L'argent qui ne t'appartient pas, il s'en va. Il s'envole comme un oiseau qui arrive à maturité. Ok. Donc maintenant, le clal il est comme ça. Je récapitule. La parnassa, elle est sur le même principe, sur le même système que la manne que nos pères ont mangé dans le désert. Sauf qu'aujourd'hui, c'est caché. On ne va pas voir ça de façon explicite, on va voir ça de façon cachée. Qu'est-ce qui va déterminer comment ça va se passer? Nos actes, en bien
comme en mal. On voit aussi en seconde partie comment il y a des actes en bien qui peuvent tout changer. Le maaser, le comportement avec sa femme, dans le Shalom Bayit, le Shabbat, etc. Des trucs qui changent tout. Et donc voilà, qu'est-ce qui détermine nos actes? En bien comme en mal. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, une fois, à quel moment c'est décidé ça? Au moment de mes actes, à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Quand je me retrouve à Rosh Hashanah, il fait passer tous les êtres vivants, toute la terre, même des plantes. Il fixe sa parnassa à tout le monde. Même une fourmi, il va lui fixer tel jour la miette de pain qu'elle va trouver. C'est fixé à Rosh Hashanah. Imaginez-vous. Maintenant, Hachem, comment il fixe? Il voit toute l'année dernière tes actes. Ok? Et il voit par rapport à ça, il va te fixer, mais à une seule condition, comment tu te comportes à Rosh Hashanah. Ok? Comment tu te comportes à Rosh Hashanah, selon tout ce que tu as fait l'année dernière, il voit tes actes et il te fixe pour l'année prochaine, l'année qui suit. Ok? Alors, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si le mec maintenant il testait un rachat toute l'année et qu'à Rosh Hashanah il a fait un perfect, et ben il a une bonne parnassa. Pas forcément en quantité, hein, quand je vois. Il a une bonne parnassa, c'est-à-dire que ça marche bien, au prochain, il arrive à s'en sortir. Si maintenant il était tzaddik et qu'à Rosh Hashanah ça n'a pas trop marché, ça va être un peu compliqué pour l'année. Et inversement, si maintenant, dans l'année qui suit, ça vous allez me poser une question. Ok, maintenant le mec il était tzaddik, c'est un rachat mec. Il était tzaddik pendant Rosh Hashanah, il a une bonne parnassa. Donc le mec il retourne dans ses bêtises. C'est quoi cette histoire? Non, la Gemara répond à cette question. Elle dit la bracha, elle est entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que si maintenant Hachem t'a fixé une quantité de parnassa, il t'a fixé une bonne parnassa, et que le mec il a complètement lâché dans ses actes, à ce moment-là, Akash Baruch il peut décider que c'est comment tu vas la recevoir, de quelle manière, ça n'a pas été décidé. La quantité elle a été fixée. Comment tu vas la recevoir, ça n'a pas été fixé. La Gemara ramène un exemple là-bas. On compare la parnassa à la quantité de pluie. Parce que sans pluie, à l'époque, ils n'avaient pas de parnassa. Donc la pluie, elle est fixée à Rosh Hashanah. Combien il y aura de pluie, combien il y aura de parnassa donc? Parce que ton champ, il est basé sur la pluie. Ton champ, il te donne des fruits, des légumes, etc. que tu peux revendre au chouk. Ok. Et ça te fait ta parnassa pour l'année. Maintenant, le mec, il était tzaddik, on lui a fixé une tonne de pluie. Maintenant, il a lâché tout après Rosh Hashanah. Hachem dit ok, où est-ce qu'elle va tomber la pluie? C'est entre mes mains. Donc Hachem, il fait en sorte que la pluie, elle tombe d'un coup. Et donc, les plantes, c'est pas bon pour elles. Quand il y a trop de pluie, ça les noie, etc. Et donc Hachem te dit, tu sais quoi? J'ai prévu beaucoup. Pendant 10 jours, il va pleuvoir. Et ton champ, à la fin, ça va les tuer, les plantes. Ou sinon, Hachem, il envoie la pluie dans la mer. L'homme Israël, il a un peu lâché. Très bien, j'ai prévu la pluie en Israël, dans la mer. Maintenant, l'inverse. Le mec, pendant Rosh Hashanah, il était en l'air. Il a fait tchouva. Maintenant, lui, on lui a fixé pas beaucoup de pluie. Hachem, il te dit, c'est quoi ce peu de pluie? Je vais te donner la bracha. Il va venir juste avant une éclaircie, de façon à ce que la pluie, tout de suite, elle va se faire, absorber avec le soleil. Donc, la formule, au niveau de la photosynthèse, etc., de faire en sorte qu'avec peu de pluie, tu fais des fruits de qualité, en poids, etc., magnifique. Et un autre, il a beaucoup de pluie, mais il a fait des tout petites pommes de terre, machin, etc. Et l'autre, avec peu de pluie, il a fait des trucs énormes. C'est quoi cette histoire? Ouais, je sais pas, il y a eu les pluies, elles sont. Vous comprenez, il y a des fois, vous voyez dans les magasins, ouais, il y a des gros. Il y a des belles tomates là. Et des fois, toutes petites, toutes cabossées, machin, etc. Ça dépend de quoi, c'est deux trucs différents. Ben, c'est quoi? C'est pas la même pluie. Grosso modo, c'est la même pluie qu'il y a tous les années. Non, des fois, ça tombe avec une éclaircie avant, une éclaircie après. La Gemara ramène toutes les combinaisons et avec très peu de parnassa qui a été fixé, on te met la bracha et. Le mec, il s'en sort. Il s'en sort avec très peu d'argent. Comment? Tu veux dire quoi? Si j'ai peu d'argent, comment je m'en sors? Non, tu peux avoir des embellis. Des embellis quoi? D'un coup, tu déménages. Le mec, il te dit, il connaît pas le marché. Il te fait un prix au ras des pâquerettes de ton appartement. Ou l'autre, qu'importe. Maintenant, il a plein de parnassa. Maintenant, il est tombé sur un mec, l'appartement de ses rêves. Le mec, il lui a dit, c'est 9000 shekels, pas moi. Et le mec, je sais pas ce qu'il lui prend. Il a signé le contrat. Il s'est embourbé toute l'année. Alors qu'en fait, il avait la parnassa. Hachem, il lui a mis dans la tête, vas-y, fonce, il est parti, etc. Et l'autre, il n'a pas du tout, il s'est retrouvé avec un truc. Le mec lui dit, tu sais quoi, je connais comme ça un rave, il m'a dit, pendant 9 ans, j'ai vécu dans un 4 pièces à Jérusalem, en plein cœur de Jérusalem, pour $200. J'ai dit, comment t'as fait? Il m'a dit comme ça, il m'a dit, je devais louer un appartement.
Le mec, il m'a dit, oh, c'est un coiffeur, il travaille en bas, il est occupé, il m'a dit, monte, c'est au 5e étage, et il est venu avec les meubles, installe les meubles. Donc il a installé les meubles, et voilà. C'est pas comme aujourd'hui, Internet, truc, tu visites, tu vois les photos. Il est venu, on lui a dit, un bel appartement là-bas, etc. Prends-le. Tu sais que sa femme, il venait de se marier, il avait un gosse, et ouais, il voit, il dit merci, l'appartement il est bien, etc. Il est vaste, hein, on m'a dit que c'était petit et tout, mais bah, prochain, c'est à 4 pièces et tout. Il dit quel 4 pièces? Il dit non, c'est un 2 pièces. Ben, je sais pas, tu m'as dit aussi 5e étage. Bah oui, ben voilà. Mais attends, maintenant le mec il s'est trompé, il a donné la clé de l'appartement de gauche. Et il s'est trompé, le mec il était occupé, il était en train de coiffer et tout, il a sorti le truc, tiens, prends la clé, il a donné il avait 2 appartements, un 2 pièces, un 4 pièces. Maintenant l'autre il a tout installé dans le 4 pièces. Il dit, tu sais quoi? Là, il lui dit, ah, quoi, je peux pas tout. Les mecs, ils sont partis maintenant. Il dit, c'est de ma faute. C'est moi qui te donnais la clé, etc. Tu vas pas. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Cet appartement-là, c'est à ma mère. Elle aime bien là-bas. Je lui ai pris, machin, etc. J'ai coupé l'appartement en deux. C'était un grand truc. Il a coupé l'appartement en deux. J'ai laissé pour ma mère, etc. Elle aime bien là-bas son truc. Elle vient de. Laisse tomber. Pour l'instant, elle est là-bas. Si j'ai besoin, je te dis. Et moi, je participerai avec toi pour le déménagement, de passer d'un truc à l'autre. Je viendrai t'aider avec mes enfants. 9 ans comme ça, 9 ans où tous les ans il dit reste encore un an, c'est bon, j'ai pas besoin. Mec, il avait des biens, au Hachem, il a des trucs, et il payait maintenant le prix d'un 2 pièces. Combien de pièces 2 pièces? $200. À l'époque, c'était des. Imaginez-vous, un 4 pièces. C'est quoi? Hachem lui a fixé $200, ok, il a une embellie. Comment? Le scénario, il est pas compliqué pour Hachem. Vous comprenez que il peut le faire sortir la mauvaise clé, le truc machin, Vous comprenez? C'est un scénario qui. Alors quoi? Lui, en l'occurrence, Hachem lui a décrété la bracha pour sa parnassa. Le peu d'argent qu'il avait, il a fait beaucoup. La parnassa, c'est quoi? La bracha, c'est quoi? C'est bracha, regardez bien comment ça marche. Bracha, bet, resh, kaf. Ok? Quand vous prenez la racine. Bet, resh, kaf. Ok? C'est quoi? C'est les gematria de 2. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Et kaf, c'est 20. La bracha, c'est quoi? C'est 2. Regardez, c'est quoi? C'est un multiple de 10. 2, 20, 200. La bracha, c'est tu multiplies par 10. T'as 2, ça devient 20. T'as 20, ça devient 200. C'est comme ça la bracha. Vous comprenez? C'est tout le temps, c'est avec un petit peu, t'as deux trucs, tu sais pas comment ça fleurit. C'est pas quand Hachem te décrète la bracha, nigmar, c'est fini. Il n'y a plus rien. Alors comment on a la bracha? Alors soit il faut bombarder Rosh Hashanah, soit, comme on a dit, si on est Rosh Hashanah n'était pas terrible, de faire tchouva. À partir du moment où tu arrêtes les fautes, donc automatiquement, il n'y a plus de problème. Le problème qui t'a amené le manque de bracha, c'est quoi? On a dit, c'est la vera. Adam Arishon, à partir de quand il a eu un problème dans la bracha? Quand il a fauté. Donc nous, quel est le problème? La faute. Le mec, il arrête la faute, il arrête la klala. Il démarre sur la bracha. Dès qu'il arrête la faute, commence la bracha. Et à n'importe quel moment. Ah oui, mais c'est passé Rosh Hashanah, j'avais pas cette quantité de trucs. Voilà, je vois maintenant mon truc. Non, t'inquiète pas. Que je vois où il peut faire de ça, il peut faire énormément de choses. Énormément de choses. C'est pas un problème pour lui. Des scénarios comme ça, il y en a une tonne. Un mec, il peut te faire un virement, il s'est trompé de numéro. Et un cher saoudien, là, il a voulu faire un virement là-bas pour un truc de pétrole. D'un coup, il s'est trompé de numéro. C'était ton numéro de compte bancaire. Hop, tu vois, d'un coup, plein de zéros dans ton truc. Bon, on la pousse, mais il manque pas de scénario. On est d'accord. Surtout aujourd'hui où c'est très facile de faire passer de l'argent d'un compte à l'autre. Et bon, on voit des erreurs des fois, des trucs, des trucs de. On avait raconté une histoire avec une assurance comme ça qui, je sais pas, 12 ans après, le mec il a reçu un truc qui était en suspens. Il avait fait un appel, etc. Ils sont revenus sur le problème, ils ont vu qu'il avait raison. Ils lui ont envoyé 42 000 shekels sur son compte directement. Le bitoire Lumi, des fois il t'envoie un truc comme ça, tu sais pas d'où ça sort. Le Mas Chili, je sais pas comment ça s'appelle ça, des trucs comme ça, d'un coup il te. Bref, même pas. Quelqu'un qui vient te voir et qui te dit voilà, tiens, une somme ou un travail, un truc comme ça sort de nulle part. Il te donne un truc, tu le revends, tu fais un plus, machin. Il manque pas de scénario Hachem. On va pas commencer à faire une liste de scénario, mais en tout cas, la bracha, elle est entre les mains d'Hachem. Si Hachem décide que tu deviennes riche, que tu sois, comment dire, tu n'aies aucun diplôme, ou que tu sois, comment ça s'appelle, le mec, il sait pas lire ni écrire. Si Hachem a décidé que ta bracha, ta bracha. J'ai raconté comme ça une histoire.
par rapport à ça. Il y avait un shamash dans une synagogue. Il était shamash, il ne savait pas lire et écrire. Donc, il aidait. Shamash, il aide dans une synagogue, placer les chaises, les séoudotes, les machins. C'est le. Comment ça s'appelle le gabaï, voilà, le gabaï de la synagogue. Il ne savait ni lire ni écrire. Arrivé un moment, ils avaient besoin d'un ordinateur pour les comptes, les chèques, les machins. Donc, il était un peu largué, quoi. Je ne sais pas comment ça marche, je ne connais pas les lettres, etc. Donc, ils m'ont dit, écoute, on est obligé de prendre quelqu'un, donc on va te diminuer de ta paye. Et ils ont dû le diminuer, et ils ne voulaient pas le virer, en fait. En fait, tu ne corresponds plus. On a besoin d'un comptable maintenant, en plus. Donc, lui, il continue à aider les chaises, les trucs, mais bon, comment on va le payer pour ça? Donc, il lui paye une misère, jusqu'à qu'il a dû trouver en parallèle un autre job, et il s'est lancé dans les chaussures. Là-bas, il a ouvert un petit stand, tac, tac, il a pris le métier, etc. Il a vu que ça gagnait un petit peu. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai des mains, j'ai une tête, j'ai travaillé. Et il a commencé à travailler dedans. Je crois qu'il y a un mec qui a vu qu'il travaillait bien. Il a dit, tu sais quoi, viens dans mon magasin. Là-bas, il a pris encore mieux le métier avec les machines là-bas et trucs. Ça, jusqu'à temps qu'il a mis un peu d'argent de côté. Il a dit, ça ne te dérange pas, je ouvre mon magasin. La Briout, Batzlacha. Il est parti dans un autre quartier, il a ouvert son magasin. Et là-bas, il a cartonné. Il a cartonné. Je sais qu'il a pris des apprentis avec lui. Les apprentis, il les a formés. Il leur a dit, maintenant, je vous ouvre des magasins. Je vous donne l'argent pour les magasins. On fait un pourcentage comme ça et tout. Et il s'est fait une chaîne de magasins de chaussures. Il a construit une usine, il faisait des lacets, il faisait des semelles, etc. Il a fait fortune. Jusqu'à qu'il arrive à un moment où une grande marque de chaussures, elle voulait signer un contrat avec lui pour la fabrication de ses chaussures. Une marque de chaussures de cuir, etc. Un gros contrat. Et lui, il était avec son avocat. Il dit, pour signer le contrat, il dit, c'est bon, lis le contrat, tu me dis s'il y a un problème. Il ne sait pas lire. Donc, l'avocat, il lit, tac, tac, il prend un quart d'heure. Pendant qu'il lui dit, vous ne lisez pas le contrat? Le mec en face, il lui dit, non, je fais confiance à mon avocat. Si tu fais confiance à ton avocat, mais il peut avoir des erreurs. C'est pas son argent, quoi. Je veux dire, c'est lui, ok, mais quand c'est ton argent, tu prends le truc pendant 3 jours, tu l'épluches, comme on dit. Va savoir, je t'ai mis une clause qui ne correspond pas et tout. Il dit, non, je lui fais confiance. Il ne voulait pas dire qu'il ne savait pas lire. Je suis avec il dit, attends, mais c'est pas possible. Comment on parle de millions de dollars là? C'est un contrat d'un million de dollars. Il dit, bon, je te dis un truc, ça va peut-être te surprendre, mais je sais ni lire ni écrire. Le mec, il dit, quoi? C'est pas possible. tu sais ni lire ni écrire. Il lui dit, attends, mais c'est pas possible. Comment t'es arrivé jusque-là si tu sais ni lire ni écrire? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, justement, c'est parce que je savais ni lire ni écrire que je suis arrivé jusque-là. Pourquoi? Parce que si je savais lire, il m'aurait jamais viré. J'aurais pu rester gabaille là-bas, apprendre la formation de l'ordinateur, etc. Et continuer dans mon truc avec ma petite paye misérable. C'est à cause du fait que je savais pas lire que j'ai fini là où je suis maintenant. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Hachem, il a décidé maintenant que ce bonhomme-là, il doit s'enrichir. Mais il sait pas lire et écrire, Hachem. Mais on n'a pas besoin de ça. Je connais un mec, il a je sais pas combien de diplômes. Ça fait 6 mois qu'il est au chômage. Vous savez pourquoi? Trop qualifié. Quand il présente son CV, il est trop qualifié. Pourquoi trop qualifié? Alors je lui dis, c'est quoi le problème? C'est que il me dit, je comprends pas le problème. Je suis trop qualifié, mais au contraire. Je lui dis, c'est des grosses entreprises. Il m'a dit, ouais. Donc je lui dis, c'est pas un problème de salaire. Je lui dis, c'est quoi le problème? C'est que le mec qui va t'engager, il sait très bien, tellement que tu es qualifié, tu es un génie, dans quelques mois tu vas le remplacer. Donc il préfère pas t'engager. Il préfère vendre des médiocres. Il est coincé. Ça fait 6 mois qu'il est coincé. Et c'est quoi l'excuse? Victor. Trop qualifié. Il m'a dit, mais je suis quoi? Alors je fais quoi? J'ai fait tout ça pour rien. Tu vois que la parassa, ça dépend pas du diplôme. Ça dépend pas de ça. Vous voyez que c'est pas un truc exact. Le mec, comment ça s'appelle? Il peut être ce qu'il veut. Il y a des médecins aujourd'hui qui sont endettés, des avocats qui sont à la rue, des gens qui savent ni lire ni écrire qui sont là où ils sont. Ça dépend d'en haut. Règle le problème en haut, les portes elles s'ouvrent en bas. Mais des fois, on ne sait pas les erreurs qu'on a pu faire. Ok. On ne sait pas, non. Ok, je ne sais pas, le Shabbat, tout ça, ça veut dire. Ils font des boules et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. Voilà, ça c'est en dernier recours. Okay. On va unir ça. Le mazal c'est en dernier recours. Okay. Effectivement, des fois, il y a des méchants. Voilà. Par exemple, il y a quelqu'un que dans une ancienne vie, il était très riche. Et lui, Hachem, il lui a donné toute cette richesse pour qu'il puisse aider le monde de la Torah. Les yeshivot, les synagogues, etc. Ça tient sur des dons, ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait en sorte de choisir quelqu'un qui mérite. Et il lui fait passer une somme pour que lui, il distribue.
Maintenant, si jamais il n'utilise pas son rôle, alors après, il doit rendre des comptes. Je me dis, regarde, ce que je t'ai donné, tu t'aurais dû faire ça, tout ça, tu l'as pas fait. Donc maintenant, comment il répare? Il doit revenir, entre autres, hein, il doit avoir plusieurs trucs. Il doit revenir, mida kengen mida. Quand tu avais de l'argent, je t'avais demandé de donner, tu n'as pas fait. Enfin, tu devais comprendre que tu devais, tu n'as pas fait. Donc maintenant, tu vas revenir sans argent et tu vas ressentir le besoin. Il va te mettre dans comment ça s'appelle, de l'autre côté, pour que tu puisses sentir le manque que tu as fait ici. Ce que t'as. Donc ça, c'est quelqu'un que même s'il fait tout ce qui est écrit dans la Torah, ici, il doit réparer. Donc il doit passer une période de pauvreté. Donc effectivement, là, on parle de mazal, ce qu'Hachem lui fixe, ou inversement, quelqu'un, il doit donner maintenant, etc. Donc lui, son mazal, c'est de donner. Hachem, il a décrété maintenant que tu dois donner. Donc automatiquement, tu vas être riche. Là où tu vas mettre la main, ça va réussir. Même si le mec, c'est un rachat, même si le mec, c'est un... Comment dire? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait très bien. Tu sais pas faire les mitzvot agro, etc. Alors on va te mettre au moins la tzedaka qui peut te sauver. Qui peut te sauver, etc. Donc on va lui mettre de l'argent et tout ce qui va toucher, ça va se transformer en or. Mais ça, c'est en dernier recours. Avant ça, hein, la personne, elle doit voir. Elle doit tout essayer. Maintenant, alors quoi? Moi, je sais pas c'est quoi mes avérotes. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des choses qui touchent à la parnassa, des choses qui sont qu'on répare d'une autre façon. Je voulais pas trop rentrer. J'ai dit c'est très vague. Mais les avérotes qu'on répare par la parnassa, c'est un certain type d'avérotes. Il y a d'autres avérotes, on les répare par d'autres choses. Par d'autres choses comme des accidents, la santé, le mariage, les enfants, les machins, tous ces trucs-là. C'est maintenant, entre autres, il y a des avérotes comme ça qui touchent à la parnassa. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes par ça, généralement, il va avoir un rave qui s'y connaît, qui connaît un peu les points sensibles, et il pose des questions. Comment c'est avec ça? Ah, il tombe sur un truc, ça y est, le point faible. Ok, essaye maintenant de prendre sur toi ça, de t'améliorer, de faire tchouva sur ça, etc. Et on voit comment. Et effectivement, des fois ça marche. Le bonhomme il avance et ça s'est réparé. Ça ne marche toujours pas, on continue. Tu as essayé ça, le maaser, le machin, etc. Jusqu'à qu'on arrive, on a tout essayé, ça marche toujours pas. Top, c'est d'en haut. C'est qu'ici, ton mazal, il est bloqué sur ça. Donc, accepte ça avec amour et au contraire, ça va te raccourcir le temps. Il doit passer cette période-là. De pauvreté et c'est son mazal pour le truc. Mais ça, c'est en dernier recours, après tous les trucs, les filotes, les machins, etc. C'est à la fin qu'on parle de ça, vraiment. Mais on ne peut pas parler de ça au début. On ne peut pas dire, oh, attends, c'est mon mazal. Non, c'est entre tes mains. Le libre arbitre, il est entre nos mains. Ok. Alors maintenant, important. C'est bon, le principe, c'est compris? C'est quoi, par exemple, ce qu'on doit réparer pour la parnassa? Par exemple, alors, je vous donne. Ce qui touche beaucoup la parnassa, c'est le problème de, comment ça s'appelle? Tout ce qui est adultère. Adultère, ça massacre la parnassa. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des avérotes de ça, il est sûr qu'il n'aura pas de bracha dans sa parnassa. C'est un problème de, comment ça s'appelle? À part s'il fait tchouva, bien entendu. On ne parle pas de... Problème de Shalom Bayit, c'est radical. Ça, en deuxième partie, on va expliquer peut-être. On va faire un cours que sur les conseils, parce que c'est très vaste. Shabbat, c'est la bracha de toute la semaine. On dit ki imekor aberacha. La source de la bracha, c'est le Shabbat. Quelqu'un qui touche dans le Shabbat, il a touché dans la bracha toute la semaine. Shabbat, c'est aussi, je crois que c'est la plus grave avera pour la parnassa, le Shabbat. Et après, il y a des choses qui peuvent améliorer. Il y a quoi aussi l'adultère, c'est une des avéras qui touche vraiment. Quelqu'un qui fait attention à ça, il peut vraiment avoir beaucoup de tout ce qui est, c'est-à-dire, comment dire. Bon, c'est à mon avis, après, on fera un sujet que sur chacun des trucs, que peut-être on fait en deux parties le cours parce que mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs avéras. Le gros, c'est cela. Shabbat, la Shmirat Abrit, comme on dit, et Shalom Bayit. Shalom Bayit, c'est les trois choses, voilà, les trois piliers qui touchent à la parnassa. Quelqu'un qui fait du mal à sa femme, il fait du mal à son portefeuille. C'est radical. C'est comment dire, c'est le boomerang, quoi. Voilà, c'est paiement, ouais, il paye en cash. Pourquoi? Ça, on expliquera comment ça marche le principe. Et au contraire, quelqu'un qui chérit sa femme, qui la valorise, il s'ouvre une parnassa, mais sans difficulté. Vraiment. On lui déroule le tapis rouge. Pourquoi? Ça, on expliquera quand on y viendra, parce que on fera, comment ça s'appelle, on fera chaque... C'est très important, écoutez. Hein? Le Shalom Bayit, c'est très important. Alors voilà, on va expliquer comment ça marche. Ouais.
c'est long, c'est pour ça que je vais faire ça en deux cours. D'abord, on finit le côté comment ça marche la parnassa et après comment on réparer. Parce que comment réparer pour ne pas détériorer. C'est le plus important. Et juste en résumé 2 minutes, le montant de la parnassa, il est défini. Alors voilà, c'est ça, c'est la suite. Comment ça va être distribué, c'est tout au long de l'année. Ça veut dire que Alors voilà. le montant, il peut pas être. C'est la suite. La suite du cours, elle est comme ça. Là, c'est maintenant que c'est décidé à Rosh Hashanah. Moi, on m'a décidé une somme. Ok. Cette somme-là, elle est définie selon plusieurs critères, comme on a expliqué, selon mes actes. Et quel bracha je vais avoir, etc. Maintenant, si c'est ça, si maintenant elle est définie, moi, je fais ce qu'il faut au niveau de mes actes. Ok. J'essaie de réparer ce qu'il faut, j'essaie d'améliorer mes actes par rapport à mes points faibles et tout. Maintenant, c'est fini. Je sais que maintenant c'est entre les mains d'Hachem. Hachem va me donner ce qui a été fixé, il va me mettre la bracha de ce que j'ai besoin. Maintenant, si c'est déterminé à Rosh Hashanah, donc maintenant, quoi que je fasse comme job, bah, Hachem il n'a pas besoin que tu sois médecin pour te donner beaucoup. Vous comprenez? Si c'est déterminé à Rosh Hashanah, quoi que tu fasses, tu vas débloquer ça. Vous comprenez? Là, à quoi ça sert ce qu'on appelle la ishtadlut? La ishtadlut, vous avez sûrement entendu parler de ce terme-là, c'est quel effort je dois fournir pour amener ma parnassa. Et c'est la grande question, combien je dois fournir d'efforts? Ok. Maintenant, la parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. Maintenant, moi, je dois fournir à Akadosh Baruch Hu la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort naturel pour débloquer cette parnassa. Ça veut dire, j'explique, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire de miracle. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, fais-moi un chemin naturel pour que je puisse te passer cette somme-là que tu as besoin. C'est-à-dire que si derrière, on voit que c'est trop, comment lui, il fait 2 coups de fil, il reçoit 30 000 shekels par mois? Lui, il vit avec les miracles, lui. Hachem dit non, tu dois faire plus que 2 coups de fil. Pourquoi? Parce que ici, tu as mis la barre trop haute. Il y a une disproportion entre ta émouna, comment Hachem il peut débloquer la parnassa, et tes actes. Ton acte, maintenant, il ne peut pas débloquer 30 000 euros, 30 000 shekels par mois. Parce que sinon, les gens ils vont dire quoi? C'est un miracle. Regarde, en 2 coups de fil, ce mec-là, il laisse tomber comment il remplit son mois. Et un autre, il va faire 1 tonne. Hachem me dit, attends, 2 secondes, je ne peux pas te placer cet argent-là avec moins d'heures de travail. Pourquoi tu fais ça du matin au soir? Limite. Et c'est là la difficulté de savoir quelle est la bonne ishtadlut que je dois faire. Ishtadlut, on doit faire. Celui qui vous dit, moi je peux ne pas travailler, etc., j'y crois, très peu ils sont comme ça. C'est-à-dire le mec qui va finir avec des dettes à la fin, avec des prêts, des trucs, très peu. Baba Saleh, lui par exemple, il n'a jamais travaillé sa vie. Ok. Du matin au soir, les gens ils se disputaient pour lui donner des chèques. Et dès qu'il voit que c'était pas, il refusait quoi. Le Rav Ovadia Yosef, à la fin de sa vie, ils ont essayé de trouver, quand il est mort pardon, ils ont fait toute sa bibliothèque pour pouvoir chercher des Chidush Torah, des trucs qu'il a écrits, qu'il a laissés dans les livres. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Des chèques. Des chèques en shekels anciens, quoi. C'est un truc, tu peux plus les débiter, quoi. Des trucs avec 33 ans d'âge. Des chèques, tu peux pas en faire avec, des gros montants. Des 20 000 shekels, des 30 000 shekels, que les gens lui donnaient pour la yeshiva, pour les machins, un truc. Lui, il était dans son niveau. Ok, la flemme d'aller, pas la flemme, c'est qu'il n'avait pas le temps d'aller mettre ça en banque. Donc il mettait en tant que marque-page. Et après le truc, il finissait, les livres s'accumulaient, il rangeait, il finissait comme ça. Imaginez-vous, 30 000 shekels, 20 000 shekels. Je crois qu'ils ont dépassé les 100 000 shekels là-bas en chèque. Et quoi, il vivait bien. Il n'y avait pas Est-ce qu'il est parti un jour il travaillait dans une usine le soir, etc. pour pouvoir. Il étudie, Hachem lui dit, t'as pas de faute, t'étudies, t'as pas besoin. Je te fais le scénario qu'il faut. Maintenant, on n'est pas à ce niveau-là. Mais il faut qu'on fasse une ishtadlut. Cet acte-là. Si tu as la émouna, de croire, tu sais très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te trouver un scénario sans que tu lèves le moindre petit doigt, Bechavod, c'est à tes risques et périls. Parce que si tu n'avais pas la émouna, tu as raté ce qui était prévu pour toi. Vous comprenez? C'est très fin. Parce que des fois, ça peut être la flemmardise, quoi. Le mec, Hachem, il va m'aider, c'est bon, moi j'étudie, de toute façon, c'est déterminé à Rosh Hashanah, Hachem, il m'aidera. C'est vrai, le mec, il pense comme ça, en fait, il a la flemme d'aller travailler, et il voit que ça vient pas. Il dit, je comprends pas, j'ai eu la Emouna. Bon, peut-être c'est mon Mazal, c'est mon Gilgoul. Non, sache que ce qui était prévu pour toi, tu l'as raté là. Pourquoi? Parce que Hachem t'a dit, j'ai voulu te donner, mais tu m'as pas laissé tu m'as pas mis le tuyau. Donc c'est quoi le tuyau? C'est ta ishtadlut, l'effort que tu dois fournir
au niveau de ton travail. L'homme échané, t'es médecin, t'es avocat, t'es truc, tu laisses, tu mets un tuyau. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que plus je mets de tuyaux, ça va pas. Le nombre de tuyaux que je vais placer, ça va pas me donner plus de. Ça va pas augmenter la quantité de parassin. C'est comme un bidon, une bonbonne d'eau. Vous connaissez les bonbonnes d'eau comme ça? Tu prends un verre d'eau comme ça, tu tires sur le robinet. Tu mets un deuxième robinet, tu dis maintenant j'aurai 2 fois plus d'eau. Non, ce qui est prévu à Rosh Hashanah, c'est pas parce que maintenant tu as 2 tuyaux, ouais, le mec il a bombardé du matin au soir, il travaille, que tu vas débloquer plus. Vous comprenez? N'hésitez pas à arrêter, hein, c'est un peu. Maintenant, si jamais tu mets pas de tuyaux, et ben pareil. Alors comment on sait? Tu vois ta Emouna. Tu vois où tu te places. Il y a des bonhommes, ils travaillent du matin au soir et ils ont. Par exemple, j'étais dans un taxi, il avait là-bas 3 écrans, le mec. Vous connaissez les écrans, c'est quoi? C'est genre, il est affilié à plusieurs stations. Et il me dit, t'as vu, c'est avec ça? Franchement, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Il paye 2000 shekels par truc. Déjà de base, il commence à 6000 shekels, le mec. Alors je lui ai expliqué ce principe-là. Je lui ai dit, je crois pas que t'as. Je lui ai dit, comment tu. Il me dit, non, je mets toutes mes chances. Moi, je fais la doute. Je lui ai dit, mais t'es sûr que tu fais la bonne doute? Il me dit, bah oui, je mets le maximum de chances de mon côté. Je lui ai dit, mais si tu fais trop, tu risques de perdre ton argent. Pourquoi? Parce que maintenant, Hachem, il n'a pas besoin de 3 tuyaux, 3 robinets pour te donner cet argent qui est prévu à Rosh Hashanah. Toi, est-ce que tu penses que tu as fait des mois, des fois, avec une seule station, des bons mois? Il dit, ouais, bien sûr. Alors, tu sais que ça marche. Prends un deuxième maximum, mais ne viens pas. Vous comprenez, ici, il a fait trop, donc il a dépensé 2000 shekels en plus. Peut-être qu'il devait en avoir que 2. Comment il fait? Il voit. Est-ce que maintenant, je suis capable de débloquer par rapport aux sorties d'argent que j'ai ce qu'il faut? C'est bon. C'est bon, il n'a pas besoin de plus. Il veut plus, etc. On te dit, bon, Stam, tu risques de perdre ton temps. Tu risques de perdre ton temps. Maintenant, s'il fait moins que ce qu'il en faut, là, il risque de perdre ce qui était prévu. Donc, c'est à lui de voir, à lui d'être honnête avec lui-même, de voir la Emouna qu'il a et de débloquer par rapport à ce qu'il a, à son job. Maintenant, il n'y a pas de comment ça s'appelle, quelqu'un qui fait ce qu'il aime, quoi. Vous comprenez que si ça dépend de ce qui est prévu en Rosh Hashanah, c'est pas parce que je vais être médecin que je vais débloquer plus. Parce que tu peux débloquer plus en quantité, mais derrière, au niveau de tes dépenses, Hachem va te faire dépenser à droite, à gauche, et le mec, il va pas voir la couleur de ce qu'il a. Il va se retrouver bidouc avec ce qu'il aurait eu s'il avait travaillé un peu moins, et dans un autre truc qu'il aime, etc. Donc ici, ça dépend pas de ce que tu fais, ça dépend pas de combien tu travailles, ça dépend de ce qui est prévu à Rosh Hashanah. Toi, maintenant, tu dois faire le maximum pour laisser à Kadosh Baruch Hu la possibilité de ne pas te faire un miracle. Parce que si tu fais moins, il va devoir te faire un miracle, et ça, Hachem ne veut pas. Vous comprenez? On ne mérite pas d'avoir des miracles. Il faut, c'est les grandes sadikim, mais nous, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais débloquer dans l'année, c'est prévu à Rosh Hashanah. Comment je le débloque, ça dépend de moi. C'est bon? C'est un peu vague. Ok. Donc, bon, la vérité, c'est un sujet où on peut pas. C'est du cas par cas, quoi. La personne, elle doit voir elle-même, honnêtement, si. Ok, j'ai fait 1, 2, 3 cas dans ce mois-ci. J'ai fait ce qu'il faut. Est-ce que maintenant que je me retrouve, il peut me donner la part de ça? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui. Il m'a dit il a fait son maximum. Mais il a des mecs qui ne l'ont pas payé. Il travaille dans un truc où il a fait des contrats. Et les mecs qui lui disent, écoute, je ne peux pas payer maintenant. Tiens, lui, il a fait ce qu'il faut ou pas au niveau Shtadout? Il a fait ce qu'il faut. Sauf que là, maintenant, Hachem, il n'a pas prévu pour toi cette part de ça. Maintenant, demain, à n'importe quel moment, le mec qui peut t'appeler, il dit c'est bon, j'ai de l'argent qui est rentré, je peux te payer. Il lui envoie 30 000 euros. Il lui doit 30 000 euros, il lui envoie la somme. Vous comprenez? Avec un exemple, c'est un peu plus. Ici, je lui dis sache que Hachem, il n'a pas décrété, il n'y a pas de. Mais alors quoi? Il m'a dit je travaille la nuit. Je lui dis non, t'as pas besoin. Est-ce qu'il y a un scénario où Hachem peut t'envoyer ta part de ça? Il dit oui, demain il m'appelle, il me dit c'est bon, j'ai débloqué l'argent. Donc tu vois bien que ça dépend pas de toi. Si tu rajoutes un deuxième tuyau ici, si c'est bloqué, c'est bloqué. Maintenant, autre chose. Des fois, Akash Baruch Hu, il veut que ça passe par sa femme. Ça dépend. J'ai rajouté un élément que. Je vais pas trop vous embrouiller, mais c'est hyper compliqué, quoi. Des fois, Akash Baruch Hu, il fait passer ça par sa femme. J'explique. Maintenant, lui, il doit débloquer une certaine somme. Ok, maintenant, des fois, Hachem, il voit que sa femme aussi, elle doit réparer des avérotes. Alors, généralement, une femme, elle répare avec l'éducation des enfants et tout ce qu'il y a à faire à la maison, etc. Et elle a marqué comme ça, le Harizal, il dit qu'une femme, elle revient rarement en Giloul. Pourquoi?
parce qu'elle a tout réparé dans l'éducation des enfants. C'est tellement dur. Elle se réveille la nuit, l'accouchement. L'accouchement, c'est terrible. Comment ça s'appelle? Rien que les 9 mois, de grossesse, des nausées, des machins, etc. Toutes ces souffrances-là lui font réparer toutes ses avérotes. Donc, en théorie, elle n'a pas besoin de travailler. Elle n'a pas besoin de réparer ses avérotes par l'effort. L'effort, il est déjà là. Elle, sa malédiction, c'était Be'etzev teledi banim. Avec difficulté, tu enfanteras. Maintenant, ça revient à l'homme. C'est pour ça que l'homme, c'est lui qui s'engage à travailler. Et normalement, en théorie, la femme, elle n'a pas besoin de travailler. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'homme. Elle est régie sous le mazal de l'homme. Et donc, elle, maintenant, s'il y a un problème par ça, c'est par rapport. Elle est concernée aussi aux avérotes de son mari. Très bien. Maintenant, des fois, Hachem, il fait quoi? Il fait un scénario où non. Tu peux faire la ishtadout que tu veux, ça ne passera pas par toi. J'ai fait en sorte qu'il y ait une partie qui passe par ta femme. Pourquoi? Plusieurs raisons. Soit qu'elle doit réparer ses avérotes aussi, et ça ne suffit pas ce qu'elle fait avec ses enfants. Elle ne s'occupe pas pour vraiment. Elle a pas. Comment dire? Il y a des couples où bon, ils n'ont pas encore d'enfants, ou ils n'ont qu'un seul enfant, ou que. Comment dire? C'est pas trop dur, on va dire. 3, 4 enfants, c'est là. Donc, elle doit réparer d'une autre façon. Donc, Hachem, il fait en sorte, il bloque le mari à une certaine somme, de façon à ce qu'il dit, mais on n'a pas le choix, j'ai essayé le maximum, etc. Et elle dit, bon, bah, je vais travailler moi aussi. Bon, déjà, c'est automatiquement de base. Et elle répare là-bas. Très bien. Deuxième chose, des fois, que je vois, il voit que la femme, elle est à la maison et elle fait d'avérote. Une femme qui s'ennuie, généralement, elle fait d'avérote. Elle se réunit entre copines, là-bas au café, machin, et après-midi, la shonara, et truc, où elle se balade comme ça, elle fait le shopping, elle fait tous les magasins, etc. Et là-bas, elle voit comment on l'aborde et on truc. Elle aime bien. Donc, elle s'habille un peu plus court, un peu plus décolleté, un truc. Et elle sent que, bon, au prochain, tu vois, je plais, j'aime plaire, c'est quoi le problème, etc. Elle sait pas que ça fait plein d'avérotes, les gens, ils truc, machin. Et Hachem, il voit ça, il dit stop, stop, stop. Il bloque la parnassa du mari de façon à ce qu'elle soit occupée. Elle est obligée, mais attends, t'es obligé de mettre la main à la pâte, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et donc, elle-même, d'elle-même, elle dit, bon, bah, je vais, qu'est-ce que tu veux, moi, si je vais mettre à travail Pour te mettre dans le travail. Non, alors, après, c'est un autre problème, ça, de choisir où travailler aussi. Il y a des trucs, c'est pas. Si c'est des mélanges, et bon, aujourd'hui, ils essaient de plus ou moins de faire attention. Mais si c'est un problème où elle se retrouve entre copines et trucs, on n'a rien gagné. Après, on ne peut pas non plus tout le temps comment ça s'appelle. Il y a un libre arbitre. Elle choisit tout le temps de faire ça. Elle peut, même si on lui comment ça s'appelle, on lui donne tout sur un plateau. Si elle décide de faire ce truc, elle le fera. Quoi. C'est pas... Donc, Hachem, il aide. Il dit, tu sais quoi, maintenant, on va t'enlever l'épreuve, elle est trop dure pour toi. On va te donner une occupation. Généralement, quand une personne est occupée, elle fait moins d'avérotes. Et une autre raison que j'avais en tête, ça c'est plus par rapport à l'homme. Des fois, l'homme aussi, on doit l'occuper. On doit l'occuper par rapport aux avérotes. Mais des fois, on veut le tester comment il fait attention au vol. C'est-à-dire que des fois, un homme, il va travailler pour faire attention, le tester. Est-ce que tu vas être honnête ou pas? Est-ce que tu vas être droit dans ce que tu fais ou pas? C'est-à-dire que si une personne elle est droite dans son travail, eh ben, il se peut quelque chose, il lui limite dans son travail. C'est-à-dire des fois, on a l'impression que, tu vois, si je dis pas ce mot-là au téléphone, eh ben, il n'a pas signé. Voilà, il n'avait pas signé, donc je le dis. Mais sache un truc, tu vas faire le contrat, c'est vrai. Mais si tu es honnête, tu débloques que le futur, il va être plus facile. Pourquoi? Parce que tu as prouvé à Hachem, regarde, moi je suis honnête. C'est très dur, hein. Les gens honnêtes, ça se compte sur les doigts de la main. Les vrais, c'est-à-dire le mec qui te dit, comment ça s'appelle? Ça ne me revient pas, j'ai pas fait ce qu'il faut, je dois vous dire la vérité, monsieur. C'est dur. Des fois, tu vois, il y a des trucs, des fois on ne connaît même pas, on ne sait même pas qu'on a de l'argent. Et comme ça, quelqu'un, il a eu des problèmes par ça. Jusqu'à la fin, il me dit qu'il avait. Il me raconte un truc, il me dit j'ai le droit de faire ça. Je dis non, t'as pas le droit. Il dit mais tu rigoles, je le fais tout le temps. Le mec, il faisait du vol à main armée. Il savait pas, vraiment, il savait pas. Je lui dis mais non, c'est un sourd, c'est du vol. Ah, il m'a dit je fais quoi maintenant? Je lui dis bah tu lui rends la somme, tu lui rends toute la somme. Tu lui as pris d'une mauvaise manière, tu lui rends. Il a rendu la somme. Il dit mais non, mais noir le mec, noir vraiment. Il n'a pas de problème avec sa femme, Shabbat comme il faut, etc. Ça s'est amélioré, son truc il s'est amélioré. Il a pris une somme qu'il lui fallait pas, de façon naïve on dirait, on va dire. Et il a remboursé, ça y est, c'est ouvert. Hachem, tous les mois, il prenait une somme, truc. Donc Hachem, il dit, cette somme-là, je te l'enlève de ton côté. Donc il voit qu'il n'a pas de bracha. Je sais pas que tu n'as pas de bracha, tu prends un truc qui s'en va. Donc ça sert à rien. Tu crois, tu t'imaginais que tu avais de la bracha, tu avais de la parnassa, parce que ça devait partir cette somme-là, parce que tu l'as volé.
Effectivement, il a remboursé, ça s'est ouvert l'an prochain. Bref, maintenant, des fois, j'ai fait un scénario où la femme, aujourd'hui, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment des hommes comme avant, et il n'y a plus des femmes comme à l'époque. Donc, automatiquement, Hachem, il a fait un scénario où tout le monde travaille. Maintenant, Vadaï, que si une femme, elle dit, moi, je ne travaille pas, au niveau de ce qu'on a expliqué maintenant, l'homme, il ne peut pas l'obliger. Pourquoi? Parce que c'est son mazal à lui. Si c'est décidé à Rosh Hashanah, ça peut passer que par lui. Vous comprenez? On n'est pas obligé de mettre de tuyaux ici. C'est compliqué, hein, ça, c'est un niveau. Si le mec, il n'est pas au niveau, il dit, non, je ne comprends pas comment moi, tout seul, je peux revenir par ça. Alors, ok, ça veut dire que tu n'es pas au niveau, débloque un deuxième tuyau. Tu peux pas travailler plus, machin, etc. Tu es bloqué tu fais déjà le maximum. Bon, apparemment, Hachem, il veut que ça passe aussi par ta femme. Vous comprenez? Si le mec, il est au niveau, il dit 2 secondes. Ce que je fais, je peux arriver à la somme espérée par rapport aux sorties que j'ai dans le mois. Donc, si elle lui dit, moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai un truc, j'aime bien, j'ai des choses à faire, je dois m'occuper des enfants, etc. La brioute. Et le mec, il va voir un rab, il dira, j'ai raison Vadaï, t'inquiète pas, bracha vatsara, pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est fixé, tu vas quoi ça mettre de robinet. Vous avez compris? Ça, c'est au niveau de comment ça se répartit. Donc, ça se répartit dans l'année, selon ce que toi, tu mets comme ishtadout, selon ce que tu mets toi comme possibilité Hachem de te donner comme somme. Ok? Si tu as fait trop, alors, des fois, tu peux perdre ton temps ou tu perds ton argent, etc. Hachem peut te faire comprendre aussi, avec un manque de bracha, il te fait perdre ce que tu as pris en trop. Si tu fais moins, tu peux ne pas prendre ce qui était prévu pour toi. Donc, à toi de jauger par rapport à un mec. Généralement, quelqu'un, il est honnête avec soi-même. Il voit qu'ici, effectivement, je peux débloquer ce que j'ai besoin. Bon, généralement, on arrive à ce que le mec, il voit sa journée de travail. Il voit qu'il fait généralement ce qu'il faut, quoi. Il voit qu'il fait généralement ce qu'il faut, etc. Donc, il a pas besoin de rajouter plus. Sa femme, elle veut en plus, etc. La vraie, pourquoi pas? À part si elle décide de non. Si maintenant lui juge que ça peut passer que par lui, alors il ne peut pas l'obliger. Aujourd'hui, malheureusement, on est un peu mélangé comme ça. Qui, quoi, comment. Des fois, j'aime mieux que ça passe aussi par la femme, etc. Donc, si toi, tu es un vrai homme, okay, qui prend tout en main, etc., Hachem, il te fait tout passer par toi. Si elle, c'est une vraie femme qui prend tout en main, comme selon les règles de la Torah, etc., au niveau de l'éducation et tout, Hachem, il fait en sorte que ça passe que par l'homme. Mais aujourd'hui, on a besoin, comment ça s'appelle, d'aider sa femme. Sa femme, elle a besoin d'aider l'homme aussi dans le truc. Donc, on est plus au niveau. À l'époque, nos grands-parents, ils étaient comme ça. Le mec, c'était des mecs, c'était fort. Une femme, elle était capable de 12 gosses, mais tranquille. Aujourd'hui, on est faible, on est une génération faible. Donc l'homme, il n'est plus capable de travailler comme à l'époque, de se lever à 5h du matin, bien qu'il y en a qui le font au Hachem, mais 15 à 2. À l'époque, les mecs, ils se levaient, ils dormaient 3 heures, ils venaient, ils faisaient les marchés, le mec, tac, c'était des hommes forts. Il déballait, après il allait à un autre marché à l'autre bout de Paris, comme ça, il redéballait un stand là-bas, c'était des mecs qui étaient capables de faire, ils avaient un magasin, ils faisaient des déménagements, des machins, ils s'occupaient de la marchandise. Et on avait un corps fort. Aujourd'hui, la génération, elle n'est plus du tout la même. Déjà, ce qu'on mange, ça ne donne plus de force. J'ai discuté avec un mec qui m'a dit, un diététicien, il m'a dit, tu vois, une tomate de l'époque, ça équivaut à 16 tomates d'aujourd'hui, au niveau nutrition. Pourquoi? C'est de l'eau. Les tomates d'aujourd'hui, c'est de l'eau. Ils ont besoin de faire en quantité. Donc, ils mettent des engrais, ils ont trouvé des trucs dans la biotechnologie, pour que ça pousse plus vite. Ils les machins. Les poulets qu'on mange aujourd'hui, ils ont 1 mois. Pourquoi 1 mois? Tu as vu le poulet comment il est gros? Bien sûr. C'est comment ils savent exactement comment lui donner la forme. Il le nourrit, maintenant c'est que de la graisse. Non, il a 1 mois. 1 mois, ils se sont entassés les uns sur les autres. Ils n'ont jamais fait de marche. C'est des poulets vraiment, c'est des, comment dire, c'est des sumo, quoi. Ils ont 1 mois, c'est des sumo. Et toi, tu vois ça, tu dis, il y a marqué en plus off Tsaïr dessus. Jeune. Quoi, jeune? Ils te disent, lui, c'est pas un qui a. Alors, écoutez, allez acheter un poulet fermier en boucherie. Vous allez voir le goût, comment il est différent. Les œufs, aujourd'hui, pareil. C'est des trucs qui leur donnent des trucs à manger. C'est des œufs, ils sont aucun rapport. Prenez des œufs naturels. Vous allez voir la couleur du jaune d'œuf. Il y en a, il est il est presque jaune. L'autre, il est orange-rouge. C'est 2 trucs différents. C'est quoi la différence? L'un, ils l'ont bourré de protéines pour qu'il pousse vite et des trucs. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont tous fatigués. Pourquoi? Parce qu'ils mangent mal. Aujourd'hui, on a la lumière. Donc on peut finir à 2h du matin. À l'époque, c'était la bougie. Au bout d'un moment, le mec, la nuit, elle tombait. Comme aujourd'hui, à 5h. Le mec, il a une bougie. Il s'éclate les yeux. Il reste une demi-heure à lire, à parler avec sa femme, etc. Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il a les yeux qui se ferment parce que ça lui fatigue les yeux.
Il va dormir à 6h du soir, le mec. À quelle heure il se réveille? 2h du matin. Donc le mec, sa journée a commencé, il étudiait 3 heures. C'est des bonhommes, ils finissaient le chasse. Quand est-ce qu'ils ont fini le chasse? Ils étudiaient le matin comme ça, croque l'Israël. C'était tous des Talmidei Chachamim. Tous. N'importe qui, tu lui donnais une halakha, c'était mieux qu'un mec qui étudie 10 ans aujourd'hui. Comment ils étudiaient? Avant la tefila. Il se levait à 2h du matin, 3h du matin, il n'avait rien à faire. Il allume une bougie, mec, et il étudie son sac mara, son truc, machin. En 7 ans, il termine les chasses et les chauffeurs d'arrow. Il commençait sa journée, il allait faire la prière honnête, il sortait à 6h dans cas. Quand il sortait les stands là-bas au marché, il allait là-bas jusqu'à 4h, il finissait 4h l'après-midi, détente, il allait manger, mitra, arbitre, comme tout. Aujourd'hui, vous comprenez? Donc Hachem, il te dit ça, ne t'inquiète pas, je vais aider ta femme aussi. Et toi, tu vas devoir aider ta femme aussi. Aujourd'hui, il y a les gannes, les machins, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Directement, ils les élevaient. Les couches, c'était pas les couches qu'on a aujourd'hui. C'était des langes. Ils faisaient des nœuds comme ça. Et tac, il fallait les laver. La machine à laver? Non, tu vas au lac avec un bac de linge. Tu frottais là-bas sur la planche avec le savon de Marseille, là, une brique. Là. Et ils te le mettaient. Et là-bas, tu revenais avec la même caisse, mais mouillée. Mais elles avaient des nuques. Bon, ouais. Alors c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Donc, si toi. Alors aujourd'hui, Hachem, il a vu ça. Il a vu qu'on est faible. Il sait très bien qu'on va pas débloquer beaucoup. On a besoin de beaucoup d'ishtadlout maintenant. Alors il te dit, tu sais quoi, ta femme elle va t'aider. Ça tombe bien parce qu'elle s'ennuie parce qu'elle a mis tout le monde au GAN. Et elle veut pas. Un enfant et un chien pour l'instant. Tranquille. Et on verra. Donc, le gosse il est au truc. Elle a promené le chien. Qu'est-ce que je lui fasse? Donc Hachem, tu sais quoi? T'inquiète pas, elle c'est pas vraiment une femme, donc on va lui donner un truc, et toi t'es pas vraiment un homme, donc on va connaître comment ça marche. Donc c'est un peu le balagan. Mais techniquement, tout dépend du mazal de l'homme, de ce qui a été fixé en Shana, selon les actes. Ok, donc voilà, pour récapituler. Donc la parnassa, elle est fixée. Même les Coleman, comment ils font toutes leurs femmes, elles travaillent. La Ron. Quoi? C'est quoi la question? Parce que grâce à Dieu. Alors ça c'est bien entendu, c'est en accord avec la femme, mais techniquement. Si la femme a dit je ne veux pas travailler, pas besoin. Alors quoi? Mais il touche 2000 shekels. Comment il fait? Alors comment ils font? Ah, ok, bonne question. Ça dépend de sa émouna. Ouais, mais... Si lui il a la émouna, qu'on peut maintenant lui débloquer de l'argent sans passer par des trucs et tout, il peut. Moi je connais quelqu'un. Comment ça s'appelle? Il fait 2 coups de téléphone par jour. Il étudie du matin au soir, 2 coups de téléphone par jour. Il achète des voitures, il les revend. Il achète des voitures là, il vérifie comme ça des voitures sur Yachnia, comme ça. Il voit un peu le truc. Des gens il réduit le prix, il les négocie et il les revend au prix du marché. Il gagne 1000, 2000 shekels par voiture. Il les vérifie même pas les voitures. Je lui dis, tu vérifies pas les voitures? Il me dit non, je fais quelques pires kéténim avant d'acheter la voiture. J'achète, j'étudie, tu t'occupes de moi. Il a la émouna, le mec. Il sait très bien que je m'en et il fait comme ça. 2000 shekels par semaine à peu près. Il fait, toutes les semaines, il fait une vente. Il achète, il revend directement. Il a son truc, etc. Il est habitué. 2 coups de téléphone à sa pause de 1h30 à 3h. 2 coups de téléphone. Il touche sa bourse du Kollel, 2000 shekels. Il touche 4000 shekels à peu près avec ces ventes-là. Il fait des cours le soir à droite à gauche, etc. Encore 2000 shekels. Ok. Kollel le vendredi, les machins, etc. Les cours particuliers qu'il fait, etc. Il touche 1000 shekels. Ça va, il touche 4000 shekels. Ils font 10 000 shekels. C'est quoi? C'est la bracha. Mais non, il peut faire sorte de ne pas vendre. Il peut le bloquer sur une voiture qu'il n'arrive pas à vendre. Alors quoi, il a investi sur une voiture 20 000 shekels, il n'arrive pas à la vendre. Comment il fait? Et encore, voilà, il a de l'argent d'investir aussi. C'est-à-dire que demain, il arrête ce truc-là, il a encore 20 000 shekels d'investissement qu'il fait tout le temps dans les voitures. Comment ça marche? Alors, Hachem, il te fait des trucs. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme ça, avec 2000 shekels par mois. Ma femme, elle ne travaillait pas. 3 ans. Comment on faisait? Miracle du matin au soir. C'est simple, j'avais dit à Hachem comme ça, j'avais prié, j'avais dit, si ça ne marche pas, je vais travailler. Mais tu m'as donné à étudier. Ma femme m'a dit, ok, regarde, on a fait un pacte comme ça. Elle m'a dit, au début du mariage, on a un peu l'argent du mariage. Elle m'a dit, moi, j'ai pas envie d'un. Elle m'a dit, je vois ce que la Torah elle te fait. Et je préfère sacrifier le côté matériel pour avoir un homme qui est bien dans sa peau, qui a des bons traits de caractère, qui est prêt à s'effacer. Qu'un mec qui rentre et il est de mauvaise humeur parce qu'il a travaillé toute la journée et qui met ses pieds sur le truc et qui sort son journal parce qu'il a envie de se détendre et qui envoie balader sa femme parce qu'il n'a pas la tête maintenant à écouter ses problèmes, etc. Elle me dit, je préfère ça. À la fin, elle m'a dit, ok. Donc, elle m'a dit, je sacrifie le côté matériel. Voiture, restaurant, machin, etc. T'inquiète pas,
t'es couvert avec moi. Elle m'a dit, viens, on essaye. Je lui ai dit, ok, maintenant on avait avec l'argent du mari et tout, on s'est dit, viens, on se donne 3 mois. 3 mois, on vient, on voit ce qu'Hachem il fait avec nous. Si on voit qu'on est en déficit, c'est qu'Hachem il te fait des appels de phare ici. Dire, Habibi, t'as pas la Emouna pour ça. Laisse tomber, avance. Étudie le matin, travaille l'après-midi, fais l'inverse, machin, etc. Envoie ta femme, etc. Ce que tu veux, mais ici, tu dois faire un. On voit 3 mois comme ça qui passent, et on arrive à s'en sortir. Une fois, on a failli ne pas payer le loyer. Ah, c'était le suspense. On s'est dit, bon, là, on n'avait pas. Il y avait le chèque, il devait tomber le lendemain, on n'avait pas assez pour payer le loyer. Et on avait, comment ça s'appelle? J'ai dit, bon, on voit ce qu'Hachem il fait. Si jamais ça passe pas, il m'appelle le mec et tout. Je dis, écoute, laisse tomber, t'inquiète pas, je sais pas ce qui s'est passé, apparemment, machin, etc. J'ai pas eu la somme ce mois-ci, laisse tomber, demain je te donne la somme, c'est bon? J'aurais fait quoi? J'aurais fait un petit emprunt, j'aurais commencé à travailler, j'aurais remboursé comme ça, vous comprenez? Le lendemain, je vois qu'il m'appelle pas. Sur le lendemain, il m'appelle pas. 3 jours comme ça, je le vois, le propriétaire. Entre-temps, j'arrive à débloquer la somme. Il me dit, je t'explique, ça fait 3 jours que je veux mettre ton chèque et j'arrive pas. Je dis quoi, quand ça? Il me dit, je suis venu le mettre à la banque, j'ai fait la queue, etc. Je le sors, je le cherche dans mon portefeuille, je l'ai oublié à la maison. Bon. Le lendemain, j'avais la flemme de faire la queue, je l'ai pris comme ça, je le sors de ma poche, je le déchire. Mais il me dit donc, donc maintenant, je ne pouvais plus le mettre dans l'appareil. Le surlendemain, j'ai dû refaire la queue, parce que la banque a été fermée ce jour-là, donc le surlendemain, je devais refaire la queue pour pouvoir leur montrer que voilà, etc., c'est moi, etc. Il est un peu déchiré, quoi. Mais ça suffit pour pas qu'il rentre dans la machine. 3 jours comme ça. Moi, entre-temps, j'ai reçu la somme que j'attendais, que je devais recevoir, etc. J'ai mis dans mon compte en banque. Le mec, il m'a rien dit que ça, comme ça. Une fois ça m'est arrivé comme ça, vraiment c'était un saut, c'était sans filet, il n'y a pas de filet. Mais on était tout le temps. Est-ce que j'ai la Emouna ou pas? On verra. On voyait qu'Hachem il truc. C'était le deal, quoi. Le deal que j'avais fait, c'était voilà, moi je m'occupe de ça, et Hachem pendant 3 ans, jusqu'à que, à un moment, ça n'a plus marché, et je fais ce que je fais maintenant aujourd'hui. Hachem il voulait que je fasse ce que je fais aujourd'hui, donc il a bloqué le robinet pour que. Honnêtement, quelqu'un doit être honnête avec soi-même, de se dire, regarde, ça marche pas, on comprend. Mais ce qu'Hachem il peut me donner sans passer par travail du matin au soir, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de combien de sorties par mois? 4, 5, 6 000? Très bien. Et tu trouves des appartements, on a trouvé un appartement là-bas, c'était sans frais, sans rien du tout. Le mec il voulait quelqu'un, il était prêt à faire un prix à un mec qui soit dans la Torah. Il dit, c'est pas grave, j'ai la bracha dans ma maison, c'était une maison qui était coupée en 2 comme ça. Il dit, j'ai la bracha dans ma maison, que de tomber sur un mec, aucun rapport, etc. T'inquiète pas, t'étudies pour moi aussi. Et ça, tomber sur un mec comme ça, c'est un siman de bracha aussi. Voilà, donc tous ces trucs-là, ça m'a permis quand même 2-3 ans. Après, ça a bloqué. On devait déménager et là-bas, le mec nous a planté. On s'est retrouvé à Ashdod et au prochain, c'était parce que pour que je fasse ce que je fais maintenant. Donc, à Ashdod, je devais repartir. Écoutez bien le truc. Je devais repartir maintenant parce qu'on a mis tout dans un meuble. Tous les meubles, on les a mis dans un garde-meuble pour pouvoir repartir, trouver un appartement et repartir. Le mec, on devait déménager dans la semaine. Le mec, il donne plus de nouvelles. Disparu. Après coup, on a su qu'en fait, il a changé d'avis, mais il a eu honte de nous dire. Parce qu'il savait qu'on avait déjà tout prévu et tout. Donc il a coupé contact. Bon, bref. On s'est retrouvés à Ashdod. Pourquoi? Parce que mes parents ils sont là, mes beaux-parents ils sont là. Ils disent bon, venez un mois, mettez tout ça dans un garde-meuble, venez un mois, 2 mois le temps de vous refaire, et vous repartez. Le temps de trouver un appartement. On cherche un appartement, etc. On va, on fait des visites, machin, rien à faire, on trouve pas. En tout temps, moi je suis à Ashdod. Et je me dis, bon, il faut quand même j'étudie, etc. Donc j'ai vu que là-bas, il y avait des jeunes qui étaient dehors. Je dis, vous voulez étudier avec moi? J'avais fait des cours, 1 heure de foot, 2 heures 1 heure de cours, 2 heures de foot. Et comme ça a commencé, etc. Et après, bon, j'ai vu que Hachem, il voulait que je reste à Ashdod parce que je voyais que ça marchait, etc. Donc, pour faire ce qu'on fait chez Kala Yeshiva qu'on a monté aujourd'hui, etc. Donc, il y a eu tout un. Mais pourquoi Hachem l'a fermé ici? C'était pour une raison spécifique. Vous comprenez? Mais il y avait. C'est-à-dire, quand tu es honnête avec toi-même, tu vois le robinet, s'il est ouvert ou fermé, tu comprends comment ça marche. Tu vois, ça marche, c'est bon. Est-ce que j'ai peur de la suite? Si tu as peur de la suite, du futur, ça veut dire que tu n'as pas la Emouna. Donc quoi? Donc c'est pas grave, rajoute. Hachem, il veut que tu te battes plus. Hachem, des fois, il veut t'emmener dans un autre endroit. Comme Abraham Avinu, lui a fermé le robinet, il voulait qu'il aille en Égypte. Yaakov aussi, etc. Donc, tu vois maintenant que ça marche bien, Baruch Hachem. Tu vois, il y a de l'argent qui rentre. Tu vois qu'il y a de l'argent qui peut rentrer maintenant. Tu sais, vous savez, des fois, il y a des trucs comme ça. T'attends qu'il y a des contrats qui vont rentrer. Tu sais que tu peux signer avec lui, etc. Tu vois qu'Hachem, il a des scénarios pour t'amener l'argent. La somme, il a les scénarios. Ce mec-là avec qui j'ai discuté aujourd'hui, il me disait, j'ai de l'argent dehors.
plein d'argent. Donc tu as des scénarios ici. Donc quoi? Fais ce que tu peux, le minimum, continue dans tes contrats. Maintenant, c'est bon. Le reste, c'est entre les mains d'Hachem. Hachem ne veut pas maintenant, laisse tomber. Tu as fait ta Ishtadot, toi, en tout cas, dans ta Ishtadot, tu es clean. Demain, Hachem, il veut te faire passer la somme qu'il a prévue pour toi à Rosh Hashanah, tu lui as donné la possibilité. Vous comprenez? Ça, c'est la Ishtadot. Maintenant, vraiment, la personne, elle a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir débloquer sa parnassa au niveau de. Ça marche pas, c'est le mazal. Il a tout fait, il a fait ce qu'il faut, etc. Il arrive à un dos au mur, là, il voit qu'il n'y a plus rien à faire. Ici, c'est le mazal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il veut que tu passes cette période-là de pauvreté. Ou inversement, une personne, ça peut cartonner par ça, il ne fait rien. Il voit que ça rentre, etc. Hachem, il veut que tu passes par une période comme ça de richesse. Et l'épreuve de la richesse, elle est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Parce que le mec qui est pauvre, il est avec Hachem. Mais le mec qui est riche, ça y est, c'est lui le patron. Ouais, il n'y a plus de. Il n'y a plus la chaîne dans la truc. Vous savez, il fait ce qu'il veut, il est orgueilleux, il est froid, il envoie balader tout le monde, etc. Le mec, il est pauvre, il est un ave. Il a des bonnes midotes, il est tout le temps en train de prier. Il voit, dès qu'il y a un truc qui rentre, il voit Hachem, il voit la main d'Hachem. Mais l'autre, quand il y a trop de trucs, il ne voit plus que c'est Hachem, et donc il oublie Hachem. Généralement, c'est plus dur d'être. Mais, en tout cas, après, c'est une histoire de mazal. Mazal, c'est quoi? Voilà. Alors, moi, je devais arriver à Ashdod. Ici, tu pouvais faire ce que tu veux au niveau de la parnassa, tu n'aurais rien débloqué. Et là-bas, tout ce que je touchais, ça ne marchait pas à ce moment-là. Parce que Hachem, il savait que la moindre somme que j'avais, que j'aurais récupérée, je serais parti à Jérusalem. Quoi, je ne peux pas trouver un appartement. J'ai cherché comme un dingue, j'ai fait la Ishtadot qu'il faut, etc. Je savais que ça y est, combien d'Ishtadot je peux faire? J'ai fait ce qu'il faut, j'ai mis plein de gens sur le coup, etc. Il n'y a pas. Tu dois rester à Ashdod, tu resteras à Ashdod. Alors pour ça, pas de parnassa, pas d'appartement. Comme ça, ça marche. Si maintenant quelqu'un doit changer de pays, ou doit changer de ville, etc. Pareil, des fois Hachem veut bloquer par ça. S'il arrive après tout ça, des fois Hachem veut que le mec il parte à New York, regarde, t'as fait tout ce qu'il faut, peut-être qu'Amérique ta place elle est là-bas. Mais bon, généralement d'Israël à Khoutzlaretz, c'est pas forcément le cas. Parce que, comment ça s'appelle? Mais c'est un mérite d'être en Israël. Donc il y a marqué qu'il faut un peu galérer pour pouvoir s'installer. Mais sinon, une personne, je sais pas, elle voit que sa parnassa elle est dans un autre endroit, hein, et que ça bloque, il a fait tout ce qu'il faut, etc. Et qu'il voit que là-bas ça peut bien marcher, et ben il pose la question à Rav, le Rav lui dit écoute, tu as le droit pour la parnassa de sortir d'Israël. Mais la parnassa est toujours plus facile, tu vas dans n'importe quel pays, elle est plus facile qu'ici, donc c'est la facilité. Aujourd'hui on va en France, aux États-Unis, on gagne 2 fois plus qu'ici, Ouais. en travaillant 2 fois moins. C'est la facilité, on ne choisit pas la facilité quand on est mieux. Non, c'est ça. En fait, quand tu rentres en Israël, il y a un autre din, il y a un autre principe. Il y a un autre principe. C'est quoi? C'est que Eretz Israël, ça s'acquiert avec des issourim, des souffrances. Donc généralement, pourquoi c'est ça? Parce que ici, c'est le palais d'Hachem. Là-bas, on a expliqué que le bonhomme il doit réparer ses avérotes pour pouvoir débloquer la parnassa. Là-bas, on est loin du palais d'Hachem. Quand tu es en France, pourquoi généralement il n'y a pas de problème de parnassa? En France, le mec, il a des fois, aujourd'hui, bon, enfin, il y a des problèmes par ça aujourd'hui. Mais c'est moins qu'en Israël. En France, là-bas, il y a les allocations familiales. Le bonhomme, il peut être tranquille il peut faire sa vie sur 10 ans. Alors qu'ici, le mois prochain, il ne sait pas ce qu'il a. Il est payé à l'heure, etc. Tous les mois, c'est une nouvelle. Là-bas, il y a des CDI là-bas. CDI, tranquille. Il est bien, le mec. Au pire, il y a le chômage là-bas, il y a les trucs, les aides dans tous les sens, comment ça s'appelle? Les 35 heures par semaine, on les fait 2 jours. Voilà. Le mec, il a fait sa vie sur 10 ans. C'est-à-dire, sa vie, elle est tracée sur 10 ans. En Israël, sa vie, elle est tracée sur 2 mois. C'est vrai ou pas? 2 mois, et il n'y a pas de vacances. Dans le meilleur des cas. Non, voilà, dans le meilleur des cas, 2 mois. Généralement, c'est 1 mois. 2 mois, c'est s'il arrive à bien. Il a une bonne parassa, voilà, il a un bon CDI, il fait sur 2 mois. Maintenant, comment ça s'appelle? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a dit que ça dépend des avérotes. Les avérotes qui sont faites en France, elles sont moins graves qu'en Israël. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pardonnées. On va dire qu'Hachem il est plus indulgent en France. Donc, automatiquement, la parassa, elle est plus. Comment dire? C'est-à-dire, 2 personnes, ils ont le même nombre d'avérotes. En France, ça va être sur le long terme, on va lui faire réparer, et donc il y aura pas forcément, ça va pas s'exprimer forcément par des gros problèmes de parnassa. En Israël, on n'a pas le temps, il faut que tu répares vite.
Pourquoi en Israël tu m'augmentes le rythme? J'ai entendu la mitzvah c'est x2 et l'Avérote c'est x2. Ah ouais? Quand tu fais une mitzvah, ça compte double, et quand tu fais une Avéra, ça compte double aussi. Une Avera, c'est une Avera, il n'y a pas deux. Mais dans ce principe-là, oui, parce que le rythme, il est beaucoup plus élevé. Moi, je dois réparer mon nombre d'Avérotes. En France, on va te le faire en 12 ans. En Israël, on va te le faire en 5 mois. Pourquoi? Et donc, tu as l'impression que la même Avera, elle a été plus dure. Voilà. En fait, non, la réparation, elle est la même. Hachem, il ne va pas t'enlever une Avera, il ne va pas t'effacer une Avera. La réparation est la même, sauf qu'ici, Hachem va être plus indulgent en Chutz La'aretz qu'en Israël. Pourquoi? Israël, c'est les lettres Yachar, Kel, directement Hachem. Ici, c'est le pays du roi. Le palais du roi, tu ne peux pas t'habiller comme loin du palais. Quand tu es un paysan, tu as une tache sur ton petit gilet, c'est pas grave. On s'en fiche. Tu es dans ton bleu de travail. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien de rester avec une tache. Il faut quand même l'effacer. Au palais du roi, il n'y a pas une tache, tout de suite, tu dois la nettoyer. Vous comprenez la différence? À part, tu as les inconvénients, tu as les avantages et les inconvénients. C'est quoi les avantages? C'est que tu es directement avec Hachem. Tes filotes, c'est pas les mêmes. Ta émouna, c'est pas la même. Tu es tout avec Hachem directement. Quelqu'un qui fait des mitzvot, comment ça s'appelle? C'est une autre dimension. C'est la Ligue des Champions et comment ça s'appelle la deuxième, la Coupe de l'UEFA. On ne doit pas faire de bleu de travail en fait. On doit être toujours bien habillé. Voilà, attendez, Chama. À part si le mec il est pas capable. C'est-à-dire, si Hachem il voit, si Hachem il voit, il n'a pas les épaules, il lève le pied. Jusqu'à temps qu'il répare. Dès qu'il répare, ça y est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Endavar Kazé, que le mec il souffre toute sa vie de la parnassa. À part si le mec toute sa vie fait des avérotes. Mais sinon, si le bonhomme il a fait des avérotes et qu'il a fait tchouva et qu'il a des trucs, Hachem il va lui faire réparer par rapport à ça. Et au bout d'un moment, ça va se débloquer. Vous voyez? Ça va se débloquer. Et il y a beaucoup de cas comme ça où les bonhommes ils sont rentrés au bout d'un moment. Donc généralement, dès que la personne elle arrive en Israël, 2-3 ans comme ça, c'est des galères. Au début ça marche bien, etc. Et regardez bien, hein, c'est pas parce que le mec il a bien préparé son maillard. Il est venu avec des biens, des trucs, des machins, il a tout préparé. Des fois, ceux-là ils repartent au bout d'un an et demi avec 0. Et d'autres, le mec il est venu à l'improviste, avec la Emouna. Il n'a rien préparé, il est venu comme ça. Il a préparé, genre il a un petit truc, etc. Et ceux-là, tu les vois 12 ans après, ils sont toujours là, tac, tac, ils font leur petit bonhomme de chemin. Et l'autre, il est venu, il a déjà préparé le penthouse là-bas, la voiture, le machin, et il est reparti, bah, directement. Il est où aujourd'hui? Ah, il est reparti. Maca, bah, ça dépend pas de ça, ça dépend pas de la préparation, ça dépend de combien t'as les épaules, combien tu peux. Donc ici, il faut s'accrocher. Ici, c'est sûr que le rythme il est beaucoup plus élevé parce que t'as pas les mêmes règles. Quand tu reçois directement du roi. Tu es assis à côté du roi, c'est dans le palais. Ici, il y a des avantages pour augmenter dans ton service divin que tu peux faire en 10 ans là-bas. Donc aussi, là-bas, bah, c'est quoi les avantages? C'est que tu avances lentement, tu répares lentement, donc on ne voit pas trop les problèmes. Donc automatiquement, vous voyez, il y a des problèmes de parnassa, on ne les voit pas trop. C'est des trucs sur 10 ans, 20 ans, des CDI, des machins, des allocations et compagnie. Donc ça, c'est le principe. C'est pour ça que là-bas, aux États-Unis, en France, généralement, les gens, ils sont plus ou moins installés, on va dire. Chose qu'il n'y a pas ici. Qui est généralement. Pourquoi? Parce que chez nous, tu travailles à ce niveau-là, tu répares. Et généralement, tu grandis en Emouna. Parce que tu vois combien tu as failli ne pas payer. Et que finalement, tu as réussi. Et imaginez-vous comment moi, par rapport à ce que je vous ai raconté, cette histoire-là, que j'ai vu que pendant 3 jours, le chèque n'est pas rentré. J'ai compris qu'ici, c'est Hachem qui dirige tout. Tu n'as pas la même Emouna. Tu n'as pas la même vision des choses. Donc, ça, c'est le principe. La prochaine fois, Bezrat Hachem, on expliquera maintenant comment améliorer ma parnassa ou comment détériorer ma parnassa par quels actes et quels sont les bons conseils que la Torah nous donne au niveau du Shabbat, comment ça marche, de quelle façon maintenant quand je fais Shabbat, j'améliore ma parnassa, de quelle façon quand je fais attention à ma femme, dans mon Shalom Bayit, j'améliore ma parnassa. Quel rapport en fait je m'occupe de ma femme, Hachem il va me débloquer la parnassa. C'est quoi faut expliquer tout ça. Le Birkat Hamazon aussi. Dire à votre Birkat Hamazon. Et comment ça marche au niveau de la Emouna. Comment quelqu'un il peut bloquer Hachem. S'il n'y croit pas, il bloque tout. Parce qu'Hachem il te dit maintenant, comme je vous expliquais, ça dépend. Hachem il te dit, fais-moi un chemin naturel pour te donner cette somme. Mais si toi-même tu n'y crois pas, alors tu baisses la barre. Je ne peux plus te donner, tu vas bloquer tous les chemins. Plus tu y crois, moins pour toi c'est un miracle. Vous comprenez le principe, comment ça marche. Quand toi tu crois qu'Hachem il peut te donner même un petit scénario.
Tu as une chance sur 100 de recevoir maintenant une somme. Pour toi, tu y crois, ça peut marcher. Donc automatiquement, Hachem, il te dit, c'est bon, c'est pas un miracle pour toi, je te donne, c'est bon. Mais si pour toi, tout est un miracle, ouais, mais comment je vais faire? Mais comment? Arrête de poser des questions, t'es en train de tout bloquer là. Parce que tu n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, c'est-à-dire que ici, tu as bloqué le robinet. Si Hachem, il te donne quand même sur quelque chose que tu n'avais pas la émouna dessus, à tes yeux, c'est un miracle. Et ça veut dire Hachem, il ne veut pas faire le miracle. Il veut un chemin naturel, une voie naturelle. Donc si maintenant tu viens, c'est bon, c'est possible ou pas? J'ai déjà eu dans le passé. Ça m'a déjà arrivé que Hachem, dans des conditions comme ça, il m'a sauvé. C'est bon. Alors quoi, ça marche. C'est bon, j'ai fait ce qu'il faut. On va pas bloquer maintenant, pas dire mais comment Hachem va faire, mais comment on va faire. Non, Hachem, Akol, Yechol, il peut tout faire. Il peut tout faire, il peut te sortir ta parnassa, mais on n'a même pas idée comment. Il peut tout. Il lui manque des scénarios Hachem. C'est pas à toi de dire non, mais c'est pas parce que tu trouves pas le scénario, tu dis non, Hachem il peut pas. Donc maintenant Hachem te dit je peux vraiment pas. Parce que tu as fixé que ça passe pas par cette voie-là. Donc maintenant si je le fais, ça va être un miracle pour toi. Vous comprenez? Ici, ça dépend de combien ça on expliquera aussi la prochaine fois. Et voilà comment. C'était théorique, quoi, on va dire. La prochaine fois, Hachem, on va plus rentrer dans les détails. Quels sont les actes, en bien comme en mal, comment améliorer la parnassa. Et on va essayer de parcourir comme ça ce que la Gemara nous donne, le Zohar, etc., sur les différents conseils de comment débloquer la parnassa, Hachem, et comment faire attention à sa parnassa au niveau pour pas la détériorer, Hachem. Donc Hachem Ezakenu, qu'on puisse savoir comment réparer, comment avancer, et qu'Hachem puisse déverser sur nous Shefa Ad Bidai Hachem. Amen, amen. Vous avez des questions? Enfin, j'imagine que. Plein. Tu fais une deuxième partie ou tu veux.